C'est parti. Bonjour et bienvenue à tous à cette avant-dernière conférence 2024 proposée par le collectif Ensemble on fait quoi ? Donc aujourd'hui, la conférence portera sur la construction de la citoyenneté en France et sera animée par El Yamin Soum qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et que Martin Chèvre vous présentera plus en détail dans quelques secondes. Donc je me présente, je suis Sabrina Casier, je suis la nouvelle directrice générale d'Itinéraire et je suis accompagnée de Martin. Donc Martin Chave, moi je suis également nouvellement arrivé au CRPRS, le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales, et chargé de mission. Et donc nous représentons tous les deux les associations qui appartiennent au collectif Ensemble on fait quoi ? Ce collectif qui a été créé en 2015 suite aux attentats et qui regroupe les partenaires que sont l'IRTS, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici aujourd'hui, l'APSN, le CRPRS, donc représenté par Martin, et l'association Itinéraire, association de prévention spécialisée lilloise. Donc l'objet de ce collectif, Ensemble on fait quoi ? C'est d'informer, de donner des ressources aux acteurs de l'action sociale et du médico-social, de l'éducation nationale, de la justice, sur le phénomène de radicalisation, qu'elle soit religieuse, politique ou sociale, mais également sur différents sujets de société, comme la laïcité, la citoyenneté, le vivre ensemble. Donc chaque année, des conférences gratuites sont organisées pour informer, donner des repères, questionner, susciter le débat. Ce sera le cas aujourd'hui avec vous et ce sera le cas également cet après-midi Itinéraire avec les jeunes que nous accompagnons au sein de l'association. Et donc je vais passer la parole à Martin. Merci beaucoup Sabrina. Donc voilà, nous avons effectivement la chance aujourd'hui d'accueillir El Yamin Soum pour cette conférence, vous l'avez vu, intitulée « Citoyenneté et mémoire commune ». Et nous le remercions beaucoup de sa présence. El Yamin Soum, donc vous êtes diplômé de sociologie, de sciences politiques, de relations internationales et d'études latino-américaines. Et aujourd'hui, vous êtes auteur, vous êtes formateur et enseignant. Vous avez donc donné de très nombreuses conférences partout dans le monde et écrit de nombreux ouvrages et articles scientifiques traitant de différents enjeux de société, notamment sur les questions d'éducation, de laïcité, de parité ou de citoyenneté, comme ça va être le cas aujourd'hui. Vous intervenez en milieu carcéral, en entreprise, auprès d'élus ou encore auprès de travailleurs sociaux, comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous aujourd'hui. Et en parlant de citoyenneté, on va arriver sur le sujet du jour. Vous avez lancé en 2021 le Grand Oral Citoyen, qui est un concours d'éloquence républicaine. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner là-dessus, ce qui est très intéressant. Alors, l'idée de l'intervention aujourd'hui, c'est de comprendre la dynamique historique dans la construction de la citoyenneté pour appréhender les enjeux de cette problématique et les enjeux sociétaux de cette notion à l'heure actuelle, puisque au-delà du statut juridique du citoyen, qui lui confère des droits et des devoirs, la citoyenneté, c'est aussi un mode de construction et d'organisation de la société, et donc qui est en mutation permanente. Donc on va le voir un petit peu. Aujourd'hui, il y a de nombreux débats autour de cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen ? Une remise en question des droits, des devoirs du citoyen et de sa construction. En bref, un large éventail de questions qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Sachez qu'il y aura un temps d'échange, plusieurs temps d'échange même prévus avec El Yamin Soum, donc n'hésitez surtout pas à intervenir. L'idée, voilà, c'est de vraiment créer de l'interaction, de voir la façon dont vous abordez cette notion de citoyenneté. Donc on vous fera bien évidemment passer le micro. Avant de laisser la parole à El Yamin Soum, simplement pour vous informer de la prochaine conférence du collectif. Il s'agira cette fois-ci d'une visioconférence donc, que vous pourrez suivre depuis vos ordinateurs avec Nicolas Cadenne, juriste et spécialiste de la laïcité. Donc on abordera bien évidemment les questions de laïcité avec lui. Et elle aura lieu le 15 novembre au matin. Vous avez des petits prospectus si vous voulez voir un petit peu ça pour la prochaine conférence avec Nicolas Cadenne. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et je laisse la parole à El Yamin Soum. Très bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Bien. Bon, moi, on m'a assigné... Alors, vous m'entendez bien, on fait juste les premiers réglages au niveau du son. Ça va bien, parce qu'on m'a assigné, en fait, de ne pas trop bouger.
puisque la conférence est filmée. Et donc la citoyenneté, c'est tout l'inverse notamment, c'est de ne pas rester à sa place, d'aller un petit peu titiller les uns et les autres. Mais moi, je suis contraint de rester dans cet espace-là, pour des raisons techniques. J'aurais une première question à vous poser. Est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle durant les 10 derniers jours? Ceux qui l'ont utilisé, est-ce que vous pourriez lever la main? 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7. Les derniers mois, vous l'avez utilisé? D'accord. Donc il y a quand même une partie de la salle qui l'a utilisé. Alors ça, j'y reviendrai plutôt en conclusion, parce que l'idée, c'est quand même de faire un voyage dans le temps sur les questions de citoyenneté et de mémoire commune. Donc ça fait une dissertation où je vais essayer de rester dans le sujet. Je sais que je ne suis pas noté, mais je vais essayer de rester un petit peu dans les clous. Donc c'est une deuxième assignation. On va faire un petit voyage dans le temps avec des allers-retours sur notre époque. N'hésitez pas à noter un certain nombre de questions. Et ce qui est intéressant aussi dans les conférences, c'est de repartir en se disant, bon, bah, peut-être que sur le chemin du retour, vous aurez d'autres interrogations. Ça va peut-être bousculer vos pratiques, peut-être pas. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse repartir collectivement. Notamment, ce que j'aimerais, c'est qu'on consacre les 10 dernières minutes de conclusion à un échange en disant, bon, bah, voilà, ce qui a été partagé aujourd'hui, ça va nous permettre de peut-être de repenser un certain nombre de choses, de faire un petit pas de côté. Alors, dans ce petit voyage dans le temps, on va démarrer, je vais démarrer, alors je ferai, on va rester un petit peu sur la France, mais je ferai aussi pas mal de pas de côté, on ira voir un petit peu sur ce qui se fait ailleurs dans le monde, parce que quand on parle de citoyenneté, eh bien, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'enjeux, notamment pour une grande partie de la planète. Vous le voyez bien, on a eu cette grande illusion après la chute du mur de Berlin en se disant bah, de toute façon, l'histoire va s'inscrire dans le fait que bah, ça va être le triomphe des démocraties libérales, de la démocratisation dans le monde. Et vous voyez bien que ce n'est pas le cas, que la majorité des systèmes politiques sont des dictatures, parfois de plus en plus répressives, avec des moyens, notamment je pense à la Chine, avec des moyens de contrôle sur les individus qui sont parfois affolants. Et donc tout ça, ça nous interroge. Alors si on part, on va démarrer grosso modo à la Révolution française, qui marque la première étape de la question de la citoyenneté, et celle de la citoyenneté civile. Alors quand je dis citoyenneté civile, c'est l'idée de travailler sur la question des libertés individuelles et la question de la justice. D'accord ? Donc c'est fondamentalement une première étape. Et la Révolution française marque la notion donc de liberté individuelle. On sort du primat de l'Église. Dans les libertés individuelles, il y a la question de est-ce qu'on peut divorcer ou est-ce que c'est l'Église qui continue de décider du destin d'un certain nombre de personnes. Les libertés individuelles, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, elle pose la question avec la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle dit, bon, bah, est-ce que nous aussi, les femmes, qui ont quand même largement contribué à la Révolution française, est-ce que nous aussi, on a le droit au chapitre? Vous savez comment elle a terminé, Olympe de Gouges? Guillotiné, comme vous avez fait le geste. Donc, se posent ces questions de liberté individuelle. Et la France, c'est un des pays, justement, ce qui d'ailleurs est parfois difficile de comprendre, où, comparé à d'autres sociétés, qui va très rapidement laïciser son appareil d'État. Dès 1795, on a une première approche, alors vous en parlerez avec Boris Cadenne, qui lui connaît bien le sujet sur les questions de laïcité, on dit finalement l'impôt ne sert pas à financer le religieux. Alors c'est pas pareil chez nos voisins allemands, c'est pas pareil en Alsace et en Moselle qui sont des territoires sous concordat, mais c'est une première idée en disant que l'impôt qui est prélevé, eh bien, il va servir de manière universelle. Alors une fois de plus, parfois c'est compliqué de comprendre parce que les autres pays ne fonctionnent pas comme ça, mais c'est quand même une première étape. On va se dire, on va arracher les consciences à l'Église et on va aller vers ce mouvement des libertés individuelles. Et donc, sur la question de la citoyenneté civile, si on fait un petit parcours jusqu'à notre période, se pose, notamment pour les acteurs de terrain que vous êtes, pour les associations, la question de jusqu'où on va sur l'équilibre entre sécurité et liberté, jusqu'où on va sur le contrôle des libertés individuelles. Et on a aujourd'hui des outils, vous l'avez vu, avec ce qui se passe notamment au Proche-Orient, des outils de contrôle
qui sont extrêmes sur les individus. Alors il y a la technologie, mais il y a aussi des systèmes politiques, la séparation des pouvoirs. Alors, on a souvent des discours, vous voyez, quand il y a un fait divers un peu tragique, vous avez le politique qui va dire il va falloir sanctionner de manière exemplaire ce délinquant, etc., etc., alors qu'on sait que bon, finalement, tout ça est séparé. On n'est pas dans un régime où le politique est censé interférer. Et ces questions de liberté individuelle, je fais référence aussi à des déclarations d'un ministre récentes, où on parle de l'état de droit, eh bien évidemment qu'elles sont menacées, notamment depuis le 11 septembre, avec un certain nombre de logiques, en se disant, bon, bah, si on veut combattre le terrorisme ou les phénomènes de radicalisation, eh bien on va toucher à ces questions des libertés individuelles. Mais en tous les cas, cette première étape de la citoyenneté civile, elle marque un gap dans l'histoire de l'humanité. Alors après la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé beaucoup de choses. On a un petit bonhomme qui vient de Corse, lui qui va instaurer un autre système. Alors on va voir la Première République, qui va durer jusqu'en 1804. Et puis, Napoléon, lui, dans sa logique d'État, il va laisser un petit espace il va laisser un petit espace à la laïcité, mais comme Napoléon, c'est un grand homme, lui, il est au-dessus de l'Église. Donc il va décider de se dire, on va mettre en place un système de négociation avec les églises. Il va mettre en place le système du Concordat, qui va durer jusqu'en 1905. Alors ça ne va pas être un grand spécialiste des libertés individuelles, Napoléon. Ce n'était pas trop son truc. Et pendant tout le XIXe siècle, vous avez un grand débat sur la question, à la fois les questions de la place de l'Église, la question sociale, puisque le XIXe siècle, c'est le siècle des misérables. C'est le siècle de l'exploitation massive, c'est le siècle des mines, c'est le siècle de l'industrialisation. Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la citoyenneté politique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'acquisition de droits politiques. Le droit de vote, notamment, la question de la participation citoyenne. Vous voyez bien qu'actuellement, on a de plus en plus de demandes de démocratie participative, de participation citoyenne, alors qu'on bat des records. Alors ça dépend des élections. Les présidentielles, il y a une bonne mobilisation. Les dernières législatives, il y a eu quand même une mobilisation, mais on a quand même sur un certain nombre de territoires, je regardais simplement sur vos communes, je ne sais pas ce que ça représente, grosso modo, le nombre le volume d'abstention. Aujourd'hui, on peut gagner une mairie avec un pourcentage assez faible de votants. D'accord ? Mais le 19e siècle, il va être marqué par ça, cette idée que la participation citoyenne, donc on entre dans la deuxième étape de la citoyenneté, celle d'une participation citoyenne. Alors cette participation citoyenne, elle exclut plusieurs catégories au XIXe siècle. Quelles sont ces catégories qui sont exclues ? Les femmes ? Pardon ? Les pauvres, oui. Alors sur les personnes en situation de handicap, les femmes, les pauvres, les étrangers. Et sur la question de l'acquisition des droits, des libertés individuelles, etc., vous avez quand même un mouvement qui est très intéressant, puisque vous parlez de la question du handicap. C'est Diderot qui va écrire un petit livre sur les aveugles. Alors jusqu'à la Révolution française, alors quand je vous dis ça, c'est que c'est pas linéaire, je vous donne juste des points de repère, c'est plus compliqué, il y a des allers-retours, il y a des mouvements, il y a des luttes. Eh bien Diderot, il va repenser le rapport au handicap. Jusqu'à la Révolution, on pense qu'être handicapé, c'est une malédiction de Dieu. On est handicapé parce que Dieu nous a mis dans cette situation. Alors parfois on considère la pire personne en situation de handicap comme de la sorcellerie, et c'est le cas dans un certain nombre de pays, y compris un certain nombre de territoires. J'ai beaucoup travaillé à Mayotte, et à Mayotte, alors c'est en train de bouger, mais on va considérer que si l'enfant est handicapé, c'est que parfois la famille s'est mal comportée, etc., etc. Et Diderot, il va repenser le regard qu'on porte sur les personnes en situation de handicap. Il va sortir de la lectio divina, la lecture divine, pour en offrir un autre regard. Et c'est en France qu'on va mettre en place les premiers centres éducatifs fermés pour les personnes en situation de handicap. C'est en France où on va inventer le Braille, qui est le Braille. Louis Braille, c'est la première start-up au monde. Vous avez vu, on parle beaucoup de start-up. On a un président qui aime beaucoup ça. Mais Braille met en place un système, avant même l'émoticône, de langage universel. Le Braille, c'est le même partout dans le monde. Ça permettrait de nous faire la paix.
Et donc, on repense les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, moi je travaille avec je suis bénévole au sein d'une structure qui s'appelle ISM Interprétariat, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait l'interprétariat pour les migrants en 180 langues. Alors à la base, c'était 5 langues. Dans les années 70, c'était l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe, je crois le berbère. Et aujourd'hui, comme il y a une diversification de l'immigration en France, que vous devez constater sur le terrain, eh bien on voit beaucoup de gens aussi venir en France parce qu'ils disent « j'ai un enfant handicapé qui dans mon pays, c'est honteux. Dans mon pays, on lui fait une espèce de pratique de sorcellerie pour essayer de le soigner. » Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, en fait, dans le mouvement des idées, je parlais d'Hydro, je parlais d'Olympe de Gouges, eh bien tout ça, ça a des incidences aussi sur le terrain. Ça fait qu'on traite mieux les personnes en situation de handicap parce qu'on a changé aussi leur regard. On a changé, il y a eu des personnes qui se sont engagées là-dessus. Alors, c'est pas parfait. Aujourd'hui, les centres fermés, c'est plus à la mode. On parle d'inclusion, vous voyez, dans le temps. Mais à un moment donné, c'était aussi une manière d'éduquer. Le débat n'est pas clos. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'inclusion à l'école, on se dit, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on y met les moyens dans une période où on a quand même un certain nombre de difficultés dans le recrutement dans les écoles? Est-ce que c'est aussi intéressant d'hyper-encadrer un enfant alors qu'on sait qu'un enfant, son développement, vous voyez, toutes les mesures qu'on va mettre sur la sécurité, est-ce que ça nuit pas aussi au développement de l'enfant? Donc ça, c'est des questions qui se posent encore. Mais il n'empêche que ce mouvement des idées qu'il y a eu durant la Révolution française, il a quand même posé la question des libertés individuelles, il a mis la question religieuse de côté, il l'a pas exclu. La France, c'est pas un modèle marxiste où on opprime les religions, c'est un modèle où on dit, bon, on a une séparation du pouvoir religieux du pouvoir politique. Et donc, il y a eu ce mouvement. Mais le 19e siècle, comme vous l'avez dit, eh bien, c'est aussi le siècle de l'exclusion des plus pauvres. Et il va y avoir toute une série de luttes. Alors, le 19e siècle, il y a deux grandes idéologies qui vont émerger. La première, c'est le marxisme. Le marxisme, c'est la lutte des classes. C'est l'idée que, finalement, c'est une nouvelle utopie, c'est un nouveau projet. C'est l'idée qu'il faut combattre l'ordre bourgeois, l'ordre capitaliste, et instaurer un système nouveau dans le cadre d'un État. D'accord ? Et donc, cette idéologie-là, elle va marquer un certain nombre de luttes, un certain nombre de pays. La France va être particulièrement impactée, j'y reviendrai, par cette idéologie-là. De cette deuxième étape de citoyenneté politique, qui est masculine plutôt, elle est accompagnée aussi par un certain nombre de luttes. Je pense notamment à ce qui s'est passé du côté de Carmaux. C'est ça, alors les syndicats avec leur apparition sous la Troisième République en 1884. Mais alors à Carmaux, c'est quoi? C'est un mouvement ouvrier, un ouvrier prend la tête d'une mairie. Et ça fait scandale, il est viré de la mairie. C'est donc la circonscription où il y a un jeune député, assez brillant, diplômé de philosophie, Jean Jaurès, et il voit ça, en fait, il voit ces difficultés. Alors, l'appareil d'État envoie des policiers pour réprimer la manifestation, mais c'est hors de question qu'un mineur devienne maire d'une ville, donc il y a toute la bourgeoisie locale qui n'est pas très contente, et progressivement, effectivement, on va avoir l'élargissement d'un certain nombre de mouvements sociaux, justement sur ces luttes politiques. C'est-à-dire que la participation politique, elle ne doit pas être limitée à une petite catégorie de la population. D'ailleurs, je vous invite à regarder aujourd'hui les catégories socio-professionnelles qui représentent l'Assemblée nationale. Alors, c'est variable selon les élections, parce qu'en 2017, ça a quand même un peu bougé. 2017, oui, c'est ça. Macron 1, sous le règne de Macron premier mandat, eh bien, il y a eu quand même un certain nombre de mouvements, mais cette question de la participation se pose de manière accrue. Alors, on est passé quand même par une loi sur la parité pour essayer de transformer le rapport politique. Mais vous voyez bien, sur la composition des listes, il y a encore, c'est toujours un peu la galère. À un moment, on est obligé de ramener la femme d'un ami, etc. Tu ne veux pas faire de la politique pour des raisons un petit peu plus profondes, parce que ça ne se fait pas sous le coup d'une baguette magique. Et vous voyez bien, en France, on ne pratique pas les formes de discrimination positive sur la base ethnique, comme au Brésil, par exemple, au Brésil où Lula avait mis en place, Lula 1, premier mandat, il avait mis en place un certain nombre de quotas, parce qu'il disait les Noirs et les Métis, c'est 50% de la population, et ils sont que 5% à rentrer dans les universités. Donc on va essayer de faire changer les lignes, on est obligé de passer par les quotas. Donc c'est ce qu'on a fait sur la parité, et c'est ce qu'on a fait pour la question du handicap, avec plus ou moins de succès, avec un certain nombre de quotas, notamment pour les institutions et pour les entreprises. Donc,
Le 19e siècle, c'est cette étape de la citoyenneté politique, c'est le développement de la presse libre, la presse qui fait des caricatures, qui se moque du politique, c'est les syndicats, effectivement. Et donc, vous avez d'un côté le marxisme qui propose une nouvelle utopie, un monde nouveau, et vous avez une utopie qui peut paraître un petit peu radicale, puisque vous travaillez sur les radicalités, qui est l'anarchisme. Alors les anarchistes, ils vont un petit peu plus loin dans leur projet, ils disent qu'il faut détruire l'appareil d'État. Ni Dieu, ni maître. Louise Michel, anarchiste française, disait ni patron, ni mari. Elle allait un petit peu plus loin dans sa formulation. Et donc les anarchistes vont quand même avoir un impact extrêmement important, même si leur utopie ne va pas fonctionner, et pas dans un régime anarchiste, mais ils auront un impact, on va dire qu'il y a des bouts, des bribes de leur combat qui vont être intégrés, on va dire, ou en tout cas ils vont pousser un certain nombre de portes, notamment sur la question du féminisme, sur la question des droits des ouvriers, avec l'épisode de la Commune en 1870. Bon, vous avez vu comment elle a fini, Louise Michel, elle a été déportée en Calédonie, parce qu'il fallait s'en débarrasser un petit peu plus loin. Je reviendrai après sur la question des colonies. Elle a vécu avec une balle en pleine tête pendant 17 ans. Et dans son combat, pour une société anarchiste, dans cette utopie, eh bien, les anarchistes de France ou d'ailleurs ont posé un certain nombre de questions, notamment la question sociale. Comment est-ce qu'on fait pour réduire les inégalités ? Je l'ai dit, le 19e siècle, c'est le siècle des misérables. Alors, non pas qu'il n'y avait pas de la misère avant, mais c'est surtout qu'elle est de moins en moins acceptable. Qu'il y a quand même une traduction politique, que ces deux réponses que sont le marxisme, le communisme et l'anarchisme, c'est quand même une volonté de transformer la société. C'est le siècle aussi du développement de la scolarisation. Alors vous imaginez quand même, depuis le 19e siècle, la figure de l'enseignant, ce que ça représentait. C'était un facteur d'ascension sociale, lorsqu'on était fils d'ouvrier, fils de paysan, une figure valorisée. Aujourd'hui, comme sur les métiers du social, il y a beaucoup de difficultés dans le recrutement. Alors je lisais, je crois que c'était Dubé qui disait qu'il faisait un parallèle entre le moment où les vocations à l'Église déclinent, et il dit c'est à ce moment-là qu'aussi l'Église décline. Le manque de vocation du corps professoral, enfin lui il fait un espèce de parallèle historique en disant peut-être qu'on est sur un certain nombre de signaux d'alerte sur tout un tas de difficultés en lien avec l'école. Mais en tous les cas, l'école représente un avenir. Il y a le débat aussi sur qu'est-ce qu'on y met. Est-ce que l'école est privée ? Est-ce qu'elle est financée par le public ? Vous avez vu que dans les propositions de François Mitterrand dans les années 80, c'était l'idée de mettre fin à l'école privée. Bon, il n'a pas réussi. Et le 19e siècle, c'est le siècle aussi de la construction des États-nations. Alors la France, c'est différent parce que c'est un État qui est un petit peu plus long, mais c'est l'Italie qui devient un État-nation, qui tente une unification, l'Allemagne de Bismarck. Et on a, alors c'est pas en France, c'est sous Bismarck surtout qu'on met en place les premières lois sociales. Et c'est la troisième étape de la citoyenneté, donc première étape citoyenneté civile, acquisition des droits, des libertés fondamentales. Deuxième étape, citoyenneté politique, participation citoyenne, qui va s'élargir au fur et à mesure du temps, avec le débat sur le droit de vote, qui est toujours en cours, le droit de vote des étrangers. Et citoyenneté sociale. Et c'est là que va naître la figure du travailleur social. À la fin du XIXe siècle, la protection de l'enfance. Les premières lois de protection de viol sur mineurs, je crois que c'est 1897. Donc c'est assez récent. On commence à repenser le monde à travers tout un tas de programmes. Donc la citoyenneté sociale, c'est l'idée d'essayer de répondre, comme je vous le disais, à travers les interrogations que posaient les marxistes, les anarchistes, à la question de la citoyenneté sociale, et de se dire que qu'est-ce qu'on fait pour réduire la pauvreté. Et donc l'Allemagne de Bismarck met en place les premières lois sociales, les premières lois de redistribution. Alors vous voyez bien aujourd'hui, quand on parle de la question sociale, il y a tout un discours qui consiste à dire que la France est un des pays au monde où on met plus de social, trop de social, ça tue le social. Et chaque discours politique que vous pouvez entendre depuis un certain nombre d'années, c'est il faut remettre les Français au travail. On l'a encore entendu cette semaine. Il faut remettre les gens au travail. Il y en a marre de ces gens qui sont assistés. Pardon ?
Oui, voilà, sur les 35 heures, mais sur tout un tas de questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez quand même tout un mouvement dans la société qui va poser cette question sociale. Alors, dernier point avant d'aborder le XXe siècle, c'est aussi le siècle d'une deuxième phase coloniale en France. La première phase coloniale, elle se fait sur les Amériques, mais elle n'a pas un grand impact, notamment du côté français, parce que la France va prendre une partie du Canada, où il y aura quand même un mélange avec les populations indigènes. Alors toute cette partie du Canada qui va jusqu'à la Louisiane, Haïti, une partie de la Caraïbe française, la Guyane, des points d'attache, mais l'Afrique c'est assez compliqué à coloniser. Vous voyez le Saint-Louis au Sénégal, Pondichéry en Inde, mais c'est compliqué d'entrer en Afrique pour une raison notamment sanitaire, puisque quand on envoie des troupes rapidement, la malaria, le paludisme les décime, donc dans cette phase-là, eh bien, c'est assez compliqué. Mais il y a cette deuxième phase coloniale qui va faire que la France va être une des références au monde. Il est bon d'apprendre le français au XIXe siècle, il est bon de vivre à la manière française au XIXe siècle. Et donc, dans cette phase d'expansion coloniale, eh bien, il y a tout un tas de débats aussi. Est-ce qu'il faut aller dans les colonies ou pas? Vous avez un très bon débat entre Clémenceau et Jules Ferry. Jules Ferry qui est favorable à la colonisation et Clémenceau qui dit attention, ça va nous coûter cher cette histoire, c'est compliqué. Et ça me permettra tout à l'heure de faire un point sur la mémoire. Et donc on se retrouve avec une deuxième phase de colonisation où la France a quand même un empire assez conséquent. Alors c'est pas celui des Britanniques, c'est pas seulement les Français, c'est les Italiens qui vont être en Libye et en Somalie, c'est les Belges au Congo, c'est les Portugais en Angola, au Mozambique, etc. C'est les Hollandais en Indonésie. Et donc, dans cette phase de développement colonial se pose la question, effectivement, du rapport à la citoyenneté. Est-ce qu'on fait de l'autre un indigène, comme c'est le cas dans un certain nombre de colonies, comme en Algérie, au Vietnam? Est-ce que l'autre, c'est notre égal? Est-ce que l'autre, c'est un soldat qu'on va intégrer dans nos armées? Et donc, la Première Guerre mondiale, vous allez avoir des troupes africaines dans les deux camps, puisque l'Allemagne a un certain nombre de colonies qu'elle va perdre après la Première Guerre mondiale. Et donc, ces questions-là vont aussi susciter tout un tas de débats sur la citoyenneté et l'égalité. Alors, dans les faits, ça sera beaucoup d'inégalités, justement. Ça sera, comme beaucoup d'entreprises coloniales, un certain nombre d'inégalités. Mais vous avez quand même des figures qui vont s'opposer à ces réalités-là. Donc, citoyenneté sociale, elle va être prolongée au début du XXe siècle. La France va un petit peu plus loin sur les questions de laïcité, avec la loi de 1905. Alors, c'est un débat extrêmement intéressant à l'Assemblée à ce moment-là. Vous avez un petit film qui s'appelle « La séparation ». Je ne sais pas s'il y en a l'occasion de le voir, qui parle de ça. C'est des débats parlementaires d'une grande richesse. Le travail social s'installe progressivement, avec quand même une logique de contrôle. C'est-à-dire qu'on vous donne, mais on vous dit comment est-ce qu'il faut allaiter les enfants. On vous donne tout un tas de... C'est aussi une vision des classes populaires. Et alors, ça va s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous avez tout un tas de réformes, notamment les retraites, avec une figure, Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, c'est un des pères de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que la France est dans une situation catastrophique en 1945, mais vous avez quand même deux grands courants, enfin les gaullistes pour faire très simple, et les communistes, qui représentent à l'époque une force. Et Ambroise Croizat, qui est un député communiste, alors il se fait incarcérer au bagne d'Alger pendant plusieurs années parce qu'il est communiste. Il va travailler à... Alors, vous imaginez quand même, c'est une fois de plus un contexte de sortie de guerre. C'est le programme du Conseil national de la résistance, c'est le programme des jours heureux. On sort de la guerre, on sort d'une atrocité, d'une grande barbarie, et il va mettre en place le système de sécurité sociale. En se disant que finalement,
avec les bourses, enfin tout un tas de... en se disant finalement que il faut que l'État puisse garantir un certain nombre de droits sociaux, les droits fondamentaux. Alors regardez bien, chaque gouvernement qu'on a, quelle que soit la couleur politique, vous avez la question de la réforme des retraites et la question de la réforme de la sécurité sociale. Et le vocabulaire qui est employé, souvent, c'est la charge, le trou, etc. Ça nous coûte trop cher. Je ne sais pas si on a quelque chose de plus précieux que la question de la santé. Alors là, le débat, il touche aussi à l'aide médicale d'État. Mais ce qui est intéressant dans cette étape de la citoyenneté sociale, c'est qu'on y croit. C'est-à-dire qu'on est sur du collectif. On est quand même sur, que ce soit donc le marxisme, sur cette idée qu'on va transformer collectivement la société. Alors je ne vous ai pas parlé aussi, en 1901, la liberté de s'associer. On se met ensemble pour essayer de changer la société. Bon, c'est toujours compliqué dans les associations, on se met ensemble, qui va être le chef, comment est-ce qu'on travaille avec les uns avec les autres, ça c'est des questions. Alors ça traverse les époques, les questions de conception, les questions de qui gère une association, parce que souvent vous avez un leader, mais s'il n'est plus là... Voilà, la question aussi de quel rapport on a aux autorités. Est-ce qu'on est une association radicale comme le droit au logement où on va occuper, on va squatter, on va essayer de créer un rapport de force, ou alors on est dans les institutions, et dans les institutions on fait plus attention au discours qu'on tient parce qu'on sait qu'il y a quand même une subvention, il y a un soutien, etc. Mais c'est extrêmement intéressant et la France a quand même un tissu associatif présent. Alors souvent on dit qu'elles sont, notamment sur les questions d'immigration, là vous l'avez encore entendu, qu'elles sont complices d'un certain nombre de réseaux de passeurs, qu'elles encouragent, qu'elles favoriseraient l'immigration, etc., etc. Mais ce qu'il faut vraiment retenir dans ces 3 étapes, citoyenneté civile, citoyenneté politique et citoyenneté sociale, c'est qu'il y a cette idée que collectivement, on va transformer le monde. On va essayer en tout cas d'avoir une approche collective. Alors je ne vous ai pas non plus parlé des partis politiques, mais de manière assez simple, c'était aussi ça. Les partis politiques, l'avantage que ça avait, c'est que, notamment un certain nombre de partis de gauche, le Parti communiste, il allait chercher dans la classe ouvrière ceux qui étaient un petit peu brillants, qui avaient du charisme, qui étaient de bons orateurs, et on les faisait monter en compétences. Donc ça permettait d'aller chercher, Aujourd'hui, on a quand même... Enfin, le rapport au parti est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même force. Et ça pose aussi un certain nombre de questions dans les collectivités, parce que les partis apprenaient la culture du consensus, mais lorsqu'on arrive dans un conseil municipal et qu'on est sans étiquette et qu'on se dit « bon, moi j'ai la vérité absolue, je sais, de toute façon les autres ne savent pas », je vous le dis de manière caricaturale, mais c'est ce qui se passe aussi dans les collectivités, ça explose, on a du mal à prendre un certain nombre de décisions. Donc cette étape, la citoyenneté sociale, elle va plutôt bien fonctionner, on va dire, jusqu'aux années 60-70, parce que on est en plein développement, il y a cette espèce d'utopie, cette idée qu'on peut redistribuer. On va changer aussi le rapport, comme je vous l'ai dit, sur les personnes en situation de handicap. Si vous regardez, alors notamment pour les spécialistes du travail social, les catégories qui vont être utilisées dans l'administration, pour les gens qui vont être, alors j'ai plus les termes en tête, défaillants, voilà, on va essayer de regarder différemment l'approche de la question sociale. Alors ça ne va pas se parachever complètement. On va mettre quand même le RMI en 1988, on va essayer de répondre aussi à des situations d'extrême précarité. D'accord ? Donc cette étape-là, cette étape de la participation citoyenne, la citoyenneté sociale, elle est aussi marquée par d'autres utopies à travers le monde. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, la colonisation n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens et on voit apparaître, alors ils existaient déjà, mais les mouvements anticolonialistes, c'est aussi la pensée d'Aimé Césaire. C'est cette idée qu'aux États-Unis, les minorités doivent accéder à un certain nombre de droits. Et il y a cette utopie de se dire, notamment pour les pays du Sud, comment est-ce qu'on va se développer ? Quel type de projet on va mettre en place ? Qu'est-ce qu'on va expérimenter ? Alors, il y en a qui vont vous dire, écoutez, le plus important, le premier des droits de l'homme, c'est de manger, c'est de se nourrir. D'accord ? D'autres qui vont plutôt opter pour une vision plus libérale en disant, nous, si on veut se développer, il va falloir mettre en place une société plus basée sur un modèle capitaliste. Et il y a cette utopie-là, cette utopie qui consiste à se dire que, on va sortir du sous-développement et on va s'en sortir. On s'est déjà émancipé notamment de la domination occidentale, la domination européenne, et on va essayer d'aller de l'avant. Donc le monde va être dans cette optique-là.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a tout un tas d'utopies en lien avec cette idée qu'on va s'en sortir. Alors certains par leurs propres moyens, certains en disant on va s'appuyer sur nos propres ressources, mais vous avez déjà un certain nombre de contradictions. Il y a un très beau film que j'ai vu récemment qui s'appelle Un twist à Bamako. Alors on était dans une salle comme ça, mais les débats, on était à Montreuil, et les débats portaient sur pourquoi est-ce que les acteurs sont des Sénégalais. Vous savez, ces fameux débats entre les voisins où ils se disent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas maliens, ça a été tourné au Mali. Mais ce film est très intéressant, Un twist à Bamako, parce qu'il se dit le Mali devient indépendant en 1960, et qu'est-ce qu'on va faire de notre société ? Donc il y a l'utopie du marxisme, une espèce de socialisme, on va redistribuer, on va mettre en place une réforme agraire, on va donner des terres aux paysans qui vont pouvoir vivre de leurs terres, etc., etc. Et de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'on fait dans une société où parfois la femme, ça peut être une monnaie d'échange dans le cadre d'un mariage traditionnel ? Et vous voyez les premières contradictions qui se posent entre une partie des révolutions qui disent non, mais ça, il ne faut pas y toucher, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abolit la polygamie ? Est-ce qu'on transforme radicalement notre société ? Et donc vous avez cette espèce d'utopie qui vient, et de se dire, quel modèle de société on construit ensemble. Et le film se termine par ce qui s'est passé à Tombouctou, avec l'installation de groupes salafistes qui, eux, disent, c'est encore une autre utopie, plus de musique, il faut s'habiller tous de la même manière. Et donc, on voit en fait entre c'est pour ça que l'idée du twist, c'est aussi l'influence culturelle. On danse sur le twist, on a l'afro, on est en pattes d'éléphant, on est habillé de cette manière-là, donc les costumes sont assez beaux. Et ça se termine par une autre utopie qui est celle de cette idée, il faut en finir avec les musiques traditionnelles. Donc c'est l'idéologie salafiste qui prend le pli. Et cette question va se poser à tout un tas de sociétés. Comment est-ce qu'on sort du sous-développement ? Quel type de projet on met en place ? Et il y a eu, notamment en Occident, un certain nombre d'espoirs, parce qu'on se disait, vous avez vu, l'Espagne, démocratie, le Portugal devient une démocratie, après la chute de Salazar au Portugal et de Franco, le Brésil redevient plus ou moins une démocratie, l'Argentine, etc., on a plein d'exemples. À l'Est, on se dit, c'est pareil, c'est la même chose, l'Europe centrale, on fait tomber tout un tas de régimes, donc on se dit, de toute façon, tout ça va s'étendre au reste du monde. Eh bien, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a un certain nombre de régimes qui ont tenu pour plein de raisons, qui seraient extrêmement complexes d'expliquer. Mais on a eu quand même cet espoir, cette idée que finalement, dans cette logique du développement, que la démocratie serait un facteur de développement. On ne pourrait pas avoir de développement sans démocratie. Quand je parle de développement, c'est notamment de développement économique. Et on a le contre-exemple qui est la Chine. La Chine se développe. Elle a un indice de pauvreté extrême dans les années 60. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui, mais la Chine devient la deuxième puissance, mais elle continue d'être un régime autoritaire. Et parallèlement, si on parle des questions des luttes, on a d'autres mouvements qui vont apparaître. Et je dirais que ça, c'est l'étape à partir des années 60-70. Alors, c'est vraiment très schématique, ce que je vous dis. C'est citoyenneté civile, citoyenneté politique et citoyenneté sociale, mais tout ça, et je vous donne juste, une fois de plus, quelques petits points de repère. C'est l'émergence de nouveaux mouvements avec des utopies nouvelles. L'idée qu'on va recréer des communautés hippies aux États-Unis. Alors, certaines vont être décimées par la drogue. On va créer un ordre nouveau qui va être basé sur le mode peace and love. C'est la question de l'environnement, la question des mouvements écologistes, qu'on voit, vous voyez, en France avec les manifestations à Sainte-Soline, qui va prendre à travers la planète. C'est l'idée du mouvement altermondialiste qui dit, nous, on va vous proposer une autre mondialisation, qui va se retrouver à Porto Alegre au Brésil au début des années 2000, au Mali, ils vont faire un petit tour. C'est aussi l'idée de se dire que peut-être que mon identité régionale, mon identité religieuse, mon appartenance, elle passe au-devant des autres identités. J'ai fait mon Erasmus en Espagne, à Madrid, j'étais étudiant en sciences politiques là-bas, et c'était intéressant parce que à l'époque, il y avait encore des attentats de l'ETA, et j'avais un professeur, donc on allait en cours, il y avait un garde du corps. Parce que ce professeur avait écrit un livre sur l'ETA, alors bien évidemment, il était à Madrid, il était contre l'indépendance du Pays Basque, et donc il était menacé par l'ETA. Donc on allait en cours avec... voilà. Mais dans ces utopies-là, si vous allez dans les prisons françaises, vous avez un certain nombre de détenus d'origine basque en lien avec cette idée que, on va s'émanciper. Nous, notre identité, c'est d'abord le Pays Basque, et l'Espagne, ça ne nous dit pas grand-chose. D'accord ? Donc des mouvements
identitaire. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que plus la mondialisation de l'homme, je ne dis pas la mondialisation économique avance, plus on a des mouvements identitaires, c'est-à-dire plus on va boire du coca, plus on va consommer du Zara, plus on va regarder les mêmes séries, et plus on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent « bon, mon identité primaire, c'est ce qui va primer sur le reste, et je vais peut-être en faire un outil de militantisme ». D'accord ? Plus ou moins radical, plus ou moins parfois fantasmé. Ça peut aller des mouvements identitaires qui vont vous dire « bon, la France, vous avez vu, la France des années 30-40, c'était super ». Je ne sais pas s'ils auraient la question des sons à l'époque, enfin... donc en proposant cette espèce d'idée de nostalgie qu'on retrouve parfois dans le champ du religieux, vous avez vu, avant on vivait mieux, qu'on retrouve chez les évangélistes, chez les salafistes, etc. Sur le champ de l'écologie, ou alors, encore une fois de plus, sur le champ identitaire. Notre identité est menacée. Notre identité risque de disparaître, on risque une disparition complète. Et donc, ça laisse la place à d'autres formes d'engagement. Pas forcément dans le cadre de partis, pas forcément dans le cadre syndicat, peut-être aussi toujours dans le cadre d'un certain nombre de réseaux associatifs, mais cet engagement, il est aussi souvent en lien avec le bruit qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Vous regardez un certain nombre de campagnes qui ont été menées, notamment par, je pense à Salvini en Italie, de la Ligue du Nord, il faut hurler très fort sur les réseaux sociaux si on veut être entendu. Et donc, hurler fort, ça veut dire raconter aussi beaucoup de conneries, même si ça ne correspond pas, en tout cas, à une lecture de la réalité ou quelque chose de proche de la réalité, c'est pas grave. C'est qu'il faut qu'on puisse se dire que je vais donner une lecture de la réalité, je vais donner une lecture d'un fait divers. Un fait divers, je peux le transformer en fait de société. Et donc, ce militantisme 2.0, on voit qu'aujourd'hui, il a des incidences politiques. On voit qu'il y a des figures, je pense à Bolsonaro, je pense à Javier Milei, qui est le président d'Argentine. Alors lui, Javier Milei, c'est intéressant parce qu'il se dit anarcho-libéral. Alors, il n'est pas forcément anarchiste d'un point de vue des questions de société, parce qu'il est anti-woke, etc. Mais il est libéral en disant l'appareil d'État, on met trop d'argent dans les ministères. D'ailleurs, il y a une vidéo de lui où il dit « Vous avez vu tel ministère, le droit des femmes, environnement », il dit « Voilà. Tout ça, on met tout ça dehors et on garde juste le minimum de l'État, c'est-à-dire l'État qui a garanti la sécurité, et on laisse le marché reprendre la main. » Alors, ce qu'on voit, c'est que pour faire les campagnes, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'aller sur le terrain, on n'a pas besoin d'aller à la rencontre des citoyens, mais il suffit de donner quelques petites orientations, quelques indicateurs. Parfois, ça peut être outrancier, et ça permet en fait de militer de cette manière-là. Donc on est, je dirais actuellement, dans cette étape avec un certain nombre, une fragmentation de l'espace militant et de l'engagement de l'engagement citoyen, avec une fois de plus ou moins de succès, parce que c'est pas parce qu'on hurle fort qu'on est entendu tout le temps. C'est-à-dire que ça va être toujours celui qui va hurler de plus en plus fort. Ce que je voulais vous dire juste comme élément, donc vraiment là c'était un petit panorama assez rapide sur les différentes étapes de la citoyenneté, on va dire un petit peu à la française, et voir où est-ce que nous en sommes, sachant qu'il y a quand même tout un tas de droits qui ont été acquis, grâce à, je vous ai parlé d'Olympe de Gouges, de Louise Michel, Ambroise Croizat, on leur doit beaucoup, on leur doit énormément, parce que on a leur héritage de progrès. D'accord ? Sur les questions, et après, vous aurez certainement un certain nombre de questions. Sur les questions de mémoire commune, entre-temps, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que la France est devenue encore plus une nation-monde. C'est peut-être aujourd'hui, quand on voyage, quand on sort un petit peu de France, parce que j'aime beaucoup la formule qui dit « la France est un paradis peuplé de gens qui se pensent en enfer ». Quand on sort un peu de France, c'est là où on se rend compte que... Alors moi, quand j'étais justement en Erasmus en Espagne, le premier truc, je dis je vais aller faire mon dossier APL, aide pour le logement, j'étais étudiant. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existait pas à l'époque où j'étais là-bas. Et puis après, je suis parti faire mon stage au Brésil, justement, pour voir un petit peu comment ça se passait à Porto Alegre sur les questions de participation citoyenne. Et là, j'ai vu aussi que la différence, le Brésil, c'est tout sauf une démocratie sociale. Vous avez des inégalités qui sont criantes, une violence dans la rue, voilà. Après, c'est un pays magnifique, magique, mais simplement sur les questions sociales, sur les questions de protection, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants à la fac, je leur dis, vous êtes dans le pays le plus protégé au monde.
vous cassez une jambe, on va vous envoyer l'hélicoptère, on va venir vous chercher, etc. Donc la France, ce paradis peuplé de gens qui se pensent en enfer, eh bien, entre-temps, c'est devenu une nation-monde. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pays qui ont ce niveau de mélange. Et alors, il y a quelques jours, j'ai échangé avec des étudiants à l'université, j'ai fait juste une petite enquête rapide, et j'ai 3 étudiants qui parlaient très bien espagnol. Je leur ai dit, mais comment ça se fait que vous parlez espagnol? Et en fait, les 3, d'origine malienne, sénégalaise et marocaine, ils sont passés par l'Espagne. Ils ont obtenu la nationalité espagnole, en fait, leurs parents sont venus en Espagne, et ils sont venus en France. Donc ce que je disais, c'est que même dans nos statistiques qu'on a d'immigration, en fait, si on voit parfois Espagne, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que la France n'a jamais autant attiré, on n'a jamais donné autant de premiers titres de séjour. Et alors on se retrouve effectivement avec des populations qui viennent d'Arménie depuis longtemps, qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, qui viennent aujourd'hui de Tchétchénie. On a une communauté, même si j'aime pas trop le terme communauté, mais on va l'employer comme ça, on va dire, tchétchène importante, etc., etc. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec cette question de la mémoire commune? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est descendant d'Arméniens et qu'on milite dans une association pour la reconnaissance du génocide? Il y a une loi sur le sujet en France, parce que justement, le militantisme a poussé les élus. Qu'est-ce qu'on fait effectivement quand on est descendant de Turcs et qu'on n'est pas forcément sur la même ligne, ou qu'on est militant politique kurde? Je vous donne cet exemple de l'Arménie, mais on peut démultiplier les exemples à foison. Et qu'est-ce qu'on fait aussi aujourd'hui quand on est jeune et qu'on reçoit l'information et on nous dit, bon bah, moi mes ancêtres, ils ont été massacrés, ils ont vécu le colonialisme, l'esclavage. Et la dernière fois, donc une fois de plus, je vous redonne une petite anecdote, j'ai échangé avec une étudiante, on parlait de l'Argentine, elle me dit, ah oui, ce qu'ils ont fait à mon peuple. Je lui dis, c'est-à-dire votre peuple? Elle m'a dit, oui, aux Noirs. Je dis, oui, c'est-à-dire, elle me dit, oui, ben, il y a du racisme, il y a du racisme. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information à mon peuple? Est-ce que vous l'avez vécu de la part d'un Argentin actuellement? Est-ce qu'il y a une continuité entre justement ces périodes coloniales, les périodes d'esclavage, etc., et actuellement? Et donc, c'est un débat extrêmement complexe, parfois fait de simplification. Et c'est vrai que l'une des premières réponses, c'est le savoir et le savoir complexe. Alors, c'est pas facile. On est dans une période où on fait des petites capsules de 2-3 minutes pour expliquer des choses extrêmement compliquées. Si on ajoute à ça les discours politiques, parfois, c'est des discours de simplification extrême. Donc, en tous les cas, c'est une des premières pistes de se dire qu'est-ce qu'on fait de ça. Alors, sur la question de la mémoire, l'idée, c'est de se dire aussi qu'il y a des choses qui doivent être universelles. C'est-à-dire que, justement, dans notre matrice du progrès, on pourrait se dire que la mémoire commune fait que lorsqu'on lit ce qu'écrivait Simone Veil sur son expérience dans les camps de concentration, eh bien, ça doit parler à tout le monde. Lorsqu'on parle de la mémoire de l'esclavage, ça doit parler à tout le monde, et ça doit nous parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui encore dans un certain nombre de pays. Parce que dans le discours politique, vous avez aujourd'hui aussi une partie, si vous allez en Angleterre, ils vont vous dire, bah, écoutez, nous les Anglais, quand on arrive à Zanzibar, qui pratique l'esclavage? Eh bien, c'est les Arabes d'Oman, il y a le sultanat d'Oman. Et alors, ça veut dire quoi? Nous, on arrive et on abolit l'esclavage. Donc c'est nous avons mis fin à l'esclavage. D'accord? Ça pourrait être troublant, parce qu'on est resté quand même sur une vision de domination occidentale depuis maintenant un certain nombre de siècles. Quand j'interviens aussi souvent dans les prisons sur ces questions d'esclavage, je leur dis, entre 1500 et 1800, c'est une histoire qu'on connaît peu, les esclaves, c'était plutôt des Européens qui étaient kidnappés en Méditerranée. Cervantes a été esclave à Alger, apparemment. On ne sait pas trop où. Quand on fait la visite d'Alger, on ne sait pas dans quel coin. Mais de se dire que, c'est un petit peu plus compliqué, ces rapports de domination, qui ne sont pas blancs versus reste du monde. Donc vraiment d'essayer d'apporter de la nuance à chaque fois que vous en avez l'occasion. En prison, pareil, on intervenait sur les questions de radicalisation, et on parlait de Ibn Khaldoun, qui est un sociologue tunisien du XIVe siècle, un des fondateurs de la sociologie, et c'est important de l'enseigner en tant que tel. Sauf que Ibn Khaldoun a écrit des horreurs sur les Noirs. Il me disait, oui, des personnes un peu radicalisées qui cherchaient des figures un peu musulmanes comme ça. Ils me disent, mais comment ça se fait? Je dis, oui, mais au XIVe siècle, on écrivait des horreurs sur tout le monde. Si on n'a pas mais il a été fondateur de la sociologie. C'est la même chose sur Victor Hugo. C'est qu'un certain nombre de personnes disent, oui, il était favorable. Oui, Victor Hugo était favorable à la colonisation, et il faut le prendre en tant que tel. Victor Hugo aussi a apporté un certain nombre de choses. Vraiment apporter de la complexité, ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on va avoir une figure simpliste et on va faire une figure de rejet
de rejet complet. Donc d'apporter un certain nombre de nuances, ça je pense qu'on le sait tous collectivement. Et puis, et je m'arrêterai là, il faut aussi avoir une capacité aussi à oublier un certain nombre de choses. Alors quand je dis oublier, ça ne veut pas dire oublier une fois de plus les massacres, les barbaries. C'est aussi une capacité à oublier en se disant, bon, pendant combien de temps encore on va parler des massacres qu'il y a eu en Bretagne? Quand je dis oublier, c'est dans le débat politique, c'est quelle instrumentalisation on en fait, parce que sinon, on a aussi dans nos sociétés cette idée qu'il faut aussi aller de l'avant. Alors ça peut vous paraître comme ça un petit peu rapide, mais à mon sens, c'est extrêmement important. On doit aussi se dire que pour mieux appréhender le futur, il faut vraiment avoir cette capacité à se dire on va se projeter ensemble et puis on va mettre un certain nombre de choses de côté, sachant qu'il y a des débats qui sont interminables. Tu m'as fait quoi dans l'histoire? Mon grand-père a été touché par telle et telle chose. Voilà. Mais après, quand on va remonter encore plus loin, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, on va se rendre compte que c'est encore plus compliqué, que c'est encore plus complexe, et que bon, finalement, là-dedans, le risque, c'est souvent qu'on puisse entendre moi j'ai vécu la guerre d'Algérie. Non, je ne l'ai pas vécu, c'est peut-être mes ancêtres qui l'ont vécu. Moi, je n'ai pas vécu ça, je ne vais pas m'inventer une vie. Alors, est-ce que si ça a des incidences sur le regard que l'autre porte, là oui, il faut pouvoir en parler. Est-ce que les guerres, ça a été quelque chose de binaire avec les gentils et les méchants? C'est un petit peu plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Et cette capacité à se dire, et ça c'est là où c'est intéressant le travail qui est fait, je vous parlais tout à l'heure du film Un twist à Bamako, de se dire qu'il y a aussi un certain nombre de responsabilités chez un certain nombre de dirigeants, qu'aujourd'hui il y a des idéologies, vous voyez bien, si je vous parle de la question du Sahel, où le terrorisme fait beaucoup de dégâts, et qu'il faut essayer aussi d'appréhender l'humanité à l'aune de nos défis, à l'aune de ce qui se passe actuellement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. C'était un premier jet. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations. J'ai essayé d'être assez synthétique. Moi, juste une petite remarque par rapport à Croizat et la sécurité sociale. Pour moi, de mémoire, le rapport Larocque et la mise en place de la sécurité sociale, pour moi, c'est lui, la sécurité sociale. Mais on voit bien qu'il y a des courants politiques qui sont différents, parce que Larocque, c'est plutôt... Et puis, vous avez Croizat. Donc voilà, je voulais juste une oui, c'est des discussions, ça dépend. Une fois, là, c'est pareil sur les mémoires communes. Là, vous touchez à un sujet, là, on a parlé de la question identitaire, c'est très bien parce que ça fait le lien. La mémoire politique. Effectivement, le Parti communiste, il va dire que ça va être plutôt Croizat, parce que Ambroise Croizat était communiste, qu'il a été incarcéré pour ça. Donc... Et puis d'autres vont dire c'est Larocque. Les deux ont contribué, effectivement. Si on veut avoir une mémoire commune, les deux ont contribué. Moi, je pense que la contribution de Croizat était quand même importante. Mais voilà, je ne suis pas communiste. Mais effectivement, je pense que Croizat a eu quand même une incidence importante là-dessus. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça, c'est qu'il y a eu quand même des acteurs. Et je pense que ces figures-là, elles sont importantes. Les figures qui vont rassembler en se disant, cet homme qui a dû mourir à la cinquantaine, il a quand même donné une grande partie de sa vie et on lui doit énormément. Si aujourd'hui on est mieux soigné en France, je pense que l'espérance de vie a augmenté. Et là, on voit un certain nombre d'indicateurs dans nos sociétés sur le petit déclin. Alors surtout aux États-Unis, un peu moins en France, sur la question de l'espérance de vie, sur la question, le premier AVC aujourd'hui, c'est beaucoup plus jeune. Donc c'est vrai que c'est des personnages, Larocque, Croizat, on va dire les deux, qui ont quand même contribué à ça, à faire que la France est une démocratie sociale. Et ça a été, c'est des figures comme ça dont il faut se souvenir de l'héritage. Et quand on dit se souvenir de l'héritage, c'est de se dire attention, il y a quand même des points d'alerte, parce que si on a une société où effectivement on considère que la santé c'est quelque chose ça devient une marchandise, voilà, ça serait quand même une régression à mon sens. Bonjour, j'ai une question. Je suis travailleur social, j'accompagne des familles qui ont un enfant ou en situation de handicap, et j'ai beaucoup de familles qui viennent des pays étrangers, notamment du Maghreb, et ma question est la suivante. Comment peuvent-ils se penser citoyens dans un pays qui n'est pas le leur et auquel ils sont venus par dépit, et qui, tout compte fait, ne va pas forcément répondre à toutes leurs attentes telles qu'ils les avaient imaginées.
Ouais. Alors quand vous dites par dépit, ça veut dire quoi? Alors, ils vous disent on n'a pas le choix, on est venu en France. C'est ça, ils quittent leur pays, ils quittent leur famille, leur histoire, et viennent ici en France, vivent dans des conditions bien plus déplorables qu'ils ne l'avaient dans leur pays d'origine, et sans forcément d'espoir, puisqu'ils ne seront pas forcément régularisés, ou ça prendra des années. Oui. Ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Alors comment se penser citoyen quand on ne peut pas être citoyen comme les autres? Ouais. Comme on a perdu notre citoyenneté dans le pays parfois d'origine, puisqu'ils n'y sont pas là-bas. Donc comment faire? Ouais. Voilà, c'est une question complexe. Hein. La réponse que je vous donnerai sur ces questions-là, parce qu'on essaie de, justement avec ISM, on réfléchit à une chose, c'est pourquoi viennent-ils et comment viennent-ils? C'est qu'on a une accélération de l'immigration. Et comme vous l'avez dit, ce qui est quand même assez surprenant, on a souvent une vision de l'immigration économique qui est complètement fausse, même dans le premier titre de séjour. En France, c'est surtout par le regroupement familial. Donc, on a cette idée de la personne qui traverse essentiellement pour travailler. Et ce qui est très surprenant dans les enquêtes, notamment du Maghreb, parce qu'aujourd'hui, pour migrer, on ne voit pas de Yéménites arriver en France, alors que le Yémen est dans une situation catastrophique. Donc, les stratégies, c'est on va acheter un visa par l'Espagne, j'arrive, je crame mon visa au bout de quelques mois et je m'installe. Et vous avez dans les parcours migratoires beaucoup de gens qui sont multipropriétaires dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le truc. Et les taux d'imposition, ce n'est pas les mêmes qu'en France. Quand on est propriétaire en Algérie, vous n'avez quasiment pas de taxes. Mais qui dit « je viens en France ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'on souvent, on n'est pas capable aussi de produire un discours, notamment sur la question de l'accueil. Parce qu'ils viennent pas, moi, je ne pense pas qu'ils viennent par dépit. C'est l'immigration, alors souvent, notamment dans ces discussions avec les travailleurs sociaux, ils ne savent pas avant d'arriver, la formation circule. Souvent, je dis, ils connaissent leur société et l'immigration est un choix stratégique. Ils ne vont pas aller au Qatar. Ils ne vont pas migrer en Arabie Saoudite parce qu'ils savent que ça va être encore plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est facile en France, mais vous avez vu, on n'a jamais eu de discours politique aussi dur envers l'immigration. Il y a un seul dirigeant européen qui se décale, c'est Pedro Sánchez en Espagne, qui dit c'est une richesse, c'est une diversité, etc., etc. Mais dans la plupart des cas, c'est aujourd'hui en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France, etc. On ferme. Ça empêche les gens de venir. Non, au contraire, on n'a jamais donné autant de premiers titres de séjour. Donc je ne pense pas que ce soit l'immigration par dépit. Après, je pense que de toute façon, il y a toujours des désillusions. Vous arrivez, vous êtes qualifié, votre diplôme n'est pas reconnu en France, mais je pense que beaucoup le savent. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question de l'accompagnement sur le discours en disant, bon, moi, qu'est-ce que je viens y gagner? Finalement, parce que mon fils qui est autiste, et vous connaissez les difficultés de prise en charge de l'autisme, je donne cet exemple parce que je pense à un exemple concret, eh bien, je finirai toujours par m'en sortir. Mais ce qu'il faut aussi penser, la citoyenneté au XXIe siècle, la citoyenneté, elle est aujourd'hui hors sol. Aujourd'hui, on peut vivre dans un pays, mais on n'est plus dans cette idée d'adaptation, parce qu'on peut vivre dans un pays, et après je ferai le lien avec la question des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, et être connecté aux télés du bled, vivre un petit peu, si vous voulez, hors sol, parce qu'on peut recréer ces formes de communauté selon l'endroit où on va habiter. Mais on sait que dans ce pays, pour mon gamin, ça sera quand même beaucoup mieux que d'avoir le regard. Donc il n'y a pas forcément cette idée d'appartenance citoyenne comme ça a pu être le cas. Après, il ne faut pas la fantasmer. À la fin du XIXe siècle, on avait une immigration qui continue d'ailleurs, une immigration italienne importante. Eh bien, la plupart des Italiens ne voulaient pas prendre la nationalité française. Pourquoi? Notamment les hommes. D'après vous, pourquoi? L'armée. Donc, on disait qu'ils sont trop cathos. La pratique catholique la pratique religieuse était plus élevée, et que ce n'étaient pas des bons citoyens parce qu'ils disaient non, je ne vais pas me taper l'armée française. Donc vous voyez, il y a quand même une dimension qu'on ne lit pas assez dans l'immigration, elle reste stratégique. Si les corps sont prêts à se déplacer, si vous avez des gens qui sont propriétaires dans leur pays, mais ils le savent que la naturalisation, ça ne va pas se faire comme ça, que les discours sont... Mais ça n'empêche qu'il y a cette réalité-là. Donc je ne pense pas que la réponse, ça soit l'idée d'en faire des citoyens. Et vous voyez bien, depuis un certain nombre d'années, toutes les démocraties d'Europe de l'Ouest, qu'est-ce qu'elles font? C'est des tests de citoyenneté, et je suis sûr qu'on le ferait faire à des autochtones. Beaucoup ne répondraient pas à ça. Qui était Napoléon, machin, truc, je ne sais pas trop quoi, dans les tests. Donc on a une espèce de vision de la citoyenneté qui est un peu administrative, mais elle est plus complexe. Mais je pense que si les gens ont fait le choix, et qu'ils y restent, c'est pas pour rien. Le corps, s'il se déplace, le corps, c'est pas la parole, c'est qu'effectivement, il y a ça. Mais je pourrais pas vous dire comment est-ce qu'on peut les inciter, mais en tout cas, de les pousser à se dire que il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de leur choix. Ils ont pris quand même une responsabilité à venir dans ce pays en connaissance de cause. Ouais. Et je n'ai pas la réponse sur comment faire des citoyens.
Il y a une question là-bas. Ouais. Je vais prendre la parole. Déjà, merci pour le propos, même si il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu... Dans cette conférence, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Ouais, j'ai essayé de mettre ça sur 4 pages. Ouais, moi je pense que c'est un exercice hyper compliqué, mais voilà. Après moi sur votre propos, il y a des choses sur lesquelles je suis pas vraiment d'accord. C'est par exemple sur la question de l'oubli, aussi. Je savais qu'il y avait des désaccords là-dessus. Vous évoquiez l'exemple de l'esclavage, par exemple. Moi je trouve que après faut pas non plus tomber dans une forme de relativisme, c'est-à-dire dire l'esclavage on va dire de certains Européens par des Algériens, c'est la même chose que l'esclavage des Africains par les Européens. Parce que je veux dire, il y a une question historique sur déjà l'ampleur et la durée. On parle de dizaines de millions de personnes, de dizaines de millions de victimes, et on ne parle pas juste de la société esclavagiste on va dire du début du 1er siècle, où quand on faisait la guerre, on prenait des esclaves pour les faire travailler dans les champs. Là, vraiment, l'ampleur de l'esclavage européen, c'est ça qui a bâti les sociétés capitalistes qu'on connaît aujourd'hui, et qui a fait en sorte que l'Europe et l'Occident, entre guillemets, écrasent aujourd'hui économiquement les autres nations. Pour moi, je veux dire, à force de tout relativiser, on perd vraiment le sens de l'histoire. Et du coup, comment, pour rejoindre avec citoyenneté et mémoire commune, on ne peut pas avoir une citoyenneté de mémoire commune si vraiment on est dans le relativisme comme ça. Après, pour moi, il y a une question sur laquelle vous avez évoqué, mais je pense sur laquelle il faut un peu plus insister, c'est qu'aujourd'hui, cette mémoire commune et cette question du vivre ensemble, elle est vraiment mise en danger par la question du racisme, de la question de la montée du RN, etc., en lien pour moi avec l'islamophobie. Et c'est aussi, c'est aussi une question qui est liée aux dynamiques économiques. Peut-être que, pour moi, je trouve une des faiblesses dans le propos que vous dites, malgré tout le respect que j'ai pour vous, oui, pas de souci. C'est qu'il n'y a pas vraiment le lien avec la dynamique économique. Aujourd'hui, on va se développer. Et la lutte des classes, vous évoquiez la lutte des classes. Pour moi, c'est aussi, je veux dire, il y a des courants contradictoires dans la société. Et aujourd'hui, des personnes qui ont intérêt, on va dire, à diviser les uns et les autres sur une question de couleur de peau, etc., pour justement nous empêcher de voir qu'on est tous ensemble on va dire, dans le même bateau. D'accord, ok. Et à mon avis, c'est aussi quelque chose comme ça sur lequel il faut insister pour dire la mémoire commune du peuple face à ceux qui veulent nous diviser sur des questions de couleur de peau, de religion, à mon avis. Voilà, okay. Merci. Je vais y répondre. Peut-être une autre question, puis je vais y répondre après. Je me permets juste que je suis absolument pas d'accord avec mon collègue, justement. Et c'est le but des conférences. C'est tout le but de la conférence. Alors moi, je suis responsable de la lutte contre les discriminations d'un point de vue systémique pour la Maison de l'Emploi et pour la MEL, et également sur tout ce qui est devoir de mémoire et de citoyenneté avec des jeunes de 16 à 25 ans. J'avais juste, moi, une petite question. Vous avez évoqué 2 fois le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de titres de séjour qui étaient délivrés. Oui. C'est un point de vue statistique, parce que sur le terrain, je peux vous assurer que depuis 8 ans, c'est tout le contraire qu'on observe, et à grandes enjambées. C'est-à-dire que c'est d'autant plus compliqué. Là, je rejoins monsieur sur des questions des fois de couleur, de nom, de famille, etc. On pourrait des fois se poser la question sur les types de migration qu'il peut y avoir et les priorités qui sont données envers tel ou tel public. Mais en tout cas, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des statistiques là-dessus ? Parce que, encore une fois, d'un point de vue purement pratique, c'est quelque chose que je n'observe absolument pas sur le terrain ces 8 dernières années. Alors, je vais répondre à cette approche sur le... oui, effectivement, oui, ça, c'est les données que vous avez sur le ministère de l'Intérieur, INSEE. Enfin, vous avez les statistiques établies selon tel et tel type d'immigration. Mais ces données nous donnent un indicateur qui vient justement contrecarrer cette idée. Enfin, je l'ai entendu encore il y a quelques jours. La France, elle n'est plus aussi attractive qu'avant. Les gens ne veulent plus venir en France, etc., etc. Donc ça, ce sont des chiffres que vous pourrez trouver...
vous pouvez trouver assez facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'on en donne plus en nombre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus d'immigration. Vous avez vu les chiffres de l'aide médicale d'État, c'est qu'il y a une augmentation de l'immigration pour tout un tas de raisons, et elle s'est diversifiée. C'était dans le sens de mon propos. On avait 5 langues chez ISM, aujourd'hui c'est 180 langues. On cherche des traducteurs, des interprètes en pachtou, en dari, enfin des zones avec lesquelles on n'avait pas forcément de lien historiquement. Si vous allez en Guyane, aujourd'hui, vous avez une filière d'entrée en Guyane par le Brésil de Syriens qui ont un peu les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens de prendre un billet d'avion. Vous avez une communauté libanaise, et quand vous allez à Cayenne, vous avez des demandeurs d'asile qui passent par ce pays-là. Vous allez à Mayotte, où il y a quand même une augmentation du nombre d'entrées. Alors, c'était historiquement plutôt les Comoriens, enfin les Anjouanais qui venaient à Mayotte, c'est 70 km, ils venaient dans des conditions compliquées. Maintenant, c'est la région des Grands Lacs, y compris des Maghrébins. La dernière fois, j'étais à Mayotte, je croise un Marocain, je dis, mais comment ça se fait que... Il m'a dit, je suis passé par là parce que je n'ai pas besoin de visa. Voilà. Et ce qu'il ne faut aussi pas oublier dans l'analyse, donc, pour répondre à la question, c'est qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'on en donne à tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a quand même une augmentation. Je crois qu'on est autour de 330 000, alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était 200 000. Et vous pourrez retrouver très facilement ces chiffres. C'est des chiffres officiels. Et il y a l'immigration, ça devient aussi, encore plus, une monnaie d'échange. Vous le voyez bien sur les questions des OQTF. Les pays en font aujourd'hui un levier géopolitique. Vous avez vu ? Il y a des difficultés avec un certain nombre de pays, on va bloquer. On ne va pas vous donner le laissez-passer consulaire pour pouvoir expulser les personnes délinquantes, etc. Et ce qui s'est passé récemment en Biélorussie, c'est que la Russie a fait venir un certain nombre je crois que c'était des personnes du Kurdistan irakien. Ils les ont amassés à la frontière, sachant qu'ils ne vont pas rester là-bas. Ils ne veulent pas s'installer en Biélorussie, en Russie, parce que c'est des sociétés où l'intégration est plus difficile. Et ça, il faut le dire. Les gens, quand ils viennent en France, ils savent que dans le choix, une fois de plus, ils ne vont pas dans des pays où on ne vous donne pas la nationalité. En Arabie Saoudite, on ne fera pas de vous un citoyen. Aux Émirats, on ne vous donnera pas la nationalité. Ça va être très compliqué. Donc il y a quand même cet espoir, finalement. Et ça devient cet outil-là. Aujourd'hui, c'est une arme de géopolitique. Ça avait été utilisé par le régime de Castro dans les années 80 contre les États-Unis. On envoie une partie de sa délinquance. Et aujourd'hui, ça l'est encore plus. C'est vraiment un levier qu'il faut appréhender de cette manière-là. Donc voilà, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que les chiffres, ça ne veut pas dire qu'on en donne plus. Il y a plein de gens qui sont dans les situations que vous décrivez par rapport au volume. Mais c'est que le niveau d'immigration est quand même beaucoup plus important globalement. Le désir de France est encore plus fort. Et ce désir, il s'exprime par des gens qui viennent de partout. Des communautés aujourd'hui qui viennent de Colombie. Enfin, en 20 ans, vous allez à Paris, il y a plein d'offres pour manger colombien. Et parfois, c'est lié à des crises. C'est-à-dire qu'ils vont passer par l'Espagne. L'Espagne, il y a une difficulté. Hop, on vient en France. Il y a des personnes qui viennent du Cap-Vert et du Brésil qui passent par le Portugal et qui viennent en France. D'autres qui ne veulent pas rester en France et qui partent, vous le voyez bien ici dans la zone, vers l'Angleterre. Donc ça, c'était pour le premier élément. Mais vous les avez, les chiffres, c'est en ligne. Et sur la question, alors il y avait pas mal d'éléments sur le capitalisme, la dynamique. Non, ce que je dis, en fait, c'est... Comment on fait quand on intervient dans une prison? Je vous pose la question concrètement. Alors sur la question de la durée de l'esclavage, ça peut être un débat beaucoup plus long, parce que la traite qu'il y a eu sur l'océan Indien, elle était beaucoup plus longue que la traite... Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les discussions le plus, le moins, qui a tué le plus. C'est une barbarie à l'échelle de l'histoire. Et aujourd'hui, elle est plus acceptable. Ce que je veux dire, c'est que quand on intervient, quand on est auprès de publics plus jeunes, comment est-ce qu'on fait pour aussi déconstruire cette idée que je ne suis qu'une victime dans l'histoire ? Comment est-ce qu'on fait pour le projeter? C'est ce que je voulais dire dans le sens où la comparaison, ça ne permet pas de relativiser en disant qu'ils ont été plus méchants, plus gentils. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de se dire, quand on fait de l'éducation au sens large, on essaie de dire oui, malheureusement, tout ça, ça a existé et qu'il faut pouvoir se dire que peut-être que dans ces mémoires communes, il y a eu aussi d'autres formes aussi de colonisation qui n'annulent pas celle-ci. Moi, c'est vraiment le sens de mon propos, en se disant qu'on va essayer de déconstruire cette idée qu'une personne, elle va être un petit peu en boucle sur un sujet. Moi, quand j'interviens en prison et que j'ai des personnes qui me parlent en boucle de l'esclavage, je fais un pas de côté. C'est un discours un peu stratégique, ce que je dis. Après, le discours académique, la pensée, c'est important. Ce que vous dites, là, je suis en train de lire un livre sur justement la traite arabe, on va dire ça, qui est un excellent ouvrage d'un chercheur. Au Qatar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu, vous avez vu, une série de reportages sur Arte sur l'esclavage. Le premier chapitre, c'est sur la traite à Bagdad. Ils l'ont censuré. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler? Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de tabous qu'il faut lever en disant qu'il y a des choses qui sont universelles. Cette barbarie, elle a été universelle. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, sur
sur les questions du capitalisme, sur les modes de domination, ça nécessiterait vraiment, pour le coup, un autre développement. Là, je suis resté vraiment sur ces questions-là de citoyenneté. Ouais, moi je voudrais, c'est super intéressant. Moi je voudrais revenir sur la dame qui intervient auprès des familles et revenir sur la question de la citoyenneté. Je trouve qu'il y a un élément qui est quand même assez important, c'est la question de l'accueil. Comment on accueille finalement les personnes qui viennent sur notre territoire et qui ont envie peut-être, alors en effet elles peuvent être propriétaires, etc., mais elles ont peut-être aussi envie à un moment donné de changer et de participer à la vie citoyenne de la France. Et comment on met en place ça pour le coup, j'ai l'exemple de la Belgique avec les Flamands qui, quand une nouvelle personne arrive dans une commune, leur disent bah voilà, on va vous faire un cours de citoyenneté. En tout cas, comment ça marche ici, en Flandre, sur le tri des déchets, sur l'organisation communale, etc. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a une volonté d'être dans la communication et dans l'intégration que je ne vois pas trop ici, en tout cas à ce niveau-là, en fait. Ici, on va donner les adresses des assistants sociales au regard de leurs besoins. On va peut-être présupposer parfois. Et donc, il y a une catégorie de questions de personnes qui demandent. Et donc, on va leur donner les adresses. Pardon, excusez-moi. Et si en France, pour les personnes qui arrivent de l'étranger, qui sont en situation irrégulière, et donc on va leur donner la liste des adresses au regard de leurs besoins, mais aussi des besoins qui vont être présupposés. Et ça ne fait que dans le social. Aller voir les centres sociaux, aller voir les restos du cœur, aller voir ainsi de suite. Mais effectivement, avoir des informations pour prendre part à une société, ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas encore... c'est un peu comme... ils n'ont pas encore mérité, parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour régulier. Ils ne sont pas reconnus, donc... c'est un petit peu provocateur, mais vraiment comme des citoyens en devenir. Et dans les cours de français, est-ce qu'il y a ces messages je pose la question par rapport aux différents territoires. Est-ce qu'on parle de ces questions-là? Alors, ces cours-là sont faits lorsque la personne, au niveau de sa démarche, au niveau de la préfecture, est bien avancée. Oui, je parle effectivement des personnes. Voilà. Ouais. Mais par contre, toute cette population qui n'est pas encore arrivée à ce niveau, ou cette population qui va être avec une décision de quitter le territoire, mais qui va rester en France. Et donc, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, vous avez raison, c'est qu'il ne faut surtout pas se priver des bonnes expériences et de cette idée que dans d'autres pays, on essaie d'appréhender les choses différemment. En France, et c'est une vraie question pour revenir à la question de la citoyenneté sociale, alors au début, moi, j'y croyais pas trop, parce que j'ai eu des échanges avec des associations, notamment la Fédération des aveugles de France, sur la France, c'est un bon modèle quand même, on peut être fier, parce qu'on donne des sous à des gens, on les aide, mais ils me disaient, c'est bien. Alors j'avais toujours un petit peu cette appréhension du libéralisme, comme ce qui a été dit, me disant mais il ne faut pas laisser les gens en galère. Il me disait mais quand même dans les pays anglo-saxons, il y a quand même plus d'intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. Parce qu'on va donner des sous à des gens, ils vont rester chez eux, ils vont picoler, il n'y a pas d'intégration sociale. Alors c'est bien, on les invisibilise, ils sont bien, on leur donne un peu de sous, on leur met... Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir le réseau des associations, on va faire toutes ces questions-là. Et il y a un vrai travail, effectivement, de réflexion, et puis de voir un petit peu ce que font les uns et les autres là-dessus, sur ce sujet de complexe d'intégration. Ouais. Moi, je me permets, pour rebondir sur votre question, madame, je pense qu'il y a un vrai lien entre citoyenneté et intégration. Pour le public de jeunes, encore une fois, entre 16 et 25 ans qu'on reçoit, à la mission locale, par exemple Métropole Nord-Ouest, beaucoup n'ont pas de titre de séjour. Dans leurs attentes, parce qu'on essaye de voir ce dont ils ont besoin, ils nous disent, nous, ce qu'on aimerait, c'est comprendre comment ça fonctionne, par des choses simples. Et comment ça fonctionne, c'est pas uniquement la société en elle-même, c'est comment va fonctionner le système politique, l'histoire du pays. Chaque pays est différent, évidemment, l'intégration, elle se fait pas de la même manière si on en comprend le sens et la portée. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de travaux qui sont en train d'être faits avec des jeunes, en tout cas d'un point de vue local. En tout cas, je le pense, c'est pas encore très significatif. Mais nous, par exemple, si vous voulez, on amène 2 fois par an les jeunes à l'Assemblée nationale.
Voilà, au Sénat. Tout ça est très complexe parce que quand ils n'ont pas de titre de séjour, vous imaginez bien la complexité avec la préfecture ou avec les députés ou les sénateurs pour pouvoir les faire venir, ne serait-ce qu'ils puissent rentrer dans les locaux. Mais tout ça, on essaye de leur expliquer qu'en fait, c'est un plus pour eux parce que plus on va les impliquer dans ce système-là, plus on va leur faire comprendre comment fonctionne le système d'imposition en France, par exemple, eh ben, on sent qu'il y a une intégration qui va se faire, j'ai envie de dire, elle va être plus courte, plus facile, et du coup, il y a cette notion de citoyenneté qui va venir s'intégrer à ce processus d'intégration. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, ce sont des points, on est, je pense, hein, c'est un avis personnel, mais on est encore en difficulté là-dessus en France, à savoir que on envoie vers beaucoup d'interlocuteurs. Hein. Des fois, on parle de millefeuille territoriale en termes d'interlocuteurs. C'est Patrick Caner qui disait ça il y a quelques années, voilà, qui était président du département, et qui disait c'est un millefeuille territorial parce que les gens qui viennent ne savent plus aller dans quel service. Et on a l'impression que c'est une question, une réponse par service, et ils n'arrivent pas à s'intégrer via la citoyenneté. Et c'est un effort, je pense, sur lequel on doit travailler en France. J'ai une question, ils viennent de quelle zone essentiellement? Est-ce que c'est des zones francophones? Ils viennent de... Alors, on a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique noire, voilà. Et je souriais tout à l'heure parce qu'on en a beaucoup qui sont dans ce process de 2 ans en Espagne, 3 ans en Italie, et beaucoup par regroupement familial. On a peu de jeunes, en tout cas, pour ceux que j'en vois, hein, qui viennent pour me dire, bah moi, je viens parce que je veux juste chercher un travail. En fait, on se rend compte que, et c'est ça qui me déplaît dans les discours politiques aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas toujours sur... faut pas croire qu'un migrant, hein, comme on les appelle, peu importe d'où ils viennent, ils ne sont pas forcément pauvres, ils ne sont pas forcément en manque de revenus, ils veulent s'en sortir, avoir une autre vie, comprendre comment ça se passe, et des fois, il y a un peu ce préjugé de se dire un migrant, il vient pour prendre ce qu'il n'a pas, alors qu'en fait, il l'a peut-être déjà, mais il voudrait le faire dans une autre vie avec sa famille qui habite ici. Donc, mais tout ça est une question extrêmement complexe. On pourra en parler pendant des heures et des heures selon les expériences de tout un chacun. Mais nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent d'Afrique noire en ce moment. Énormément. Et qui passent par, alors si c'est le regroupement familial, ça va, mais qui passent par, c'est ceux qui entrent par les Canaries, c'est ça ? Exactement, voilà. Et alors, on a souvent le cas, ils font 1, 2, 3 ans en Espagne, puis ils viennent en France pour essayer de prendre un service civique d'abord, puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les dispositifs de CEJ, etc., où là, ils sont un peu moins... préfecture est un peu moins tintillonne là-dessus sur les questions de titre de séjour, et donc ça permet une intégration plus facile, en tout cas dans les réseaux des missions locales pour ces jeunes-là. Mais on s'aperçoit qu'à un moment ou à un autre, et peu importe, ils ont beau y mettre la meilleure volonté du monde, hein, derrière, ils ont l'impression que même s'ils se donnent à fond, qu'ils rentrent dans ce processus d'intégration, de citoyenneté, et ben à la fin, ils n'ont pas, et c'est pour ça que, d'où ma question tout à l'heure, ils n'ont pas ce titre de séjour qu'ils désiraient et c'est mon point de vue évidemment, qu'ils mériteraient d'ailleurs. Donc c'est... ils ont fait tout un tas d'efforts. Et c'est très compliqué parce qu'on en a qui retournent dans leur pays et c'est d'autant plus complexe des fois pour eux de retourner dans leur pays d'origine. Ils sont en plus dans la période de construction, ils se sont déjà construits un espoir. Etc. Exactement. Et ça, on l'oublie des fois, mais de devoir repartir est des fois encore plus difficile que d'arriver. Voilà. Et ça, c'est d'un point de vue personnel. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de corroborer avec votre terrain, de voir qu'en fait, il y a des liens. Sur ce que je disais sur l'Espagne, il y a un lien aussi sur le passage avec l'Espagne et l'Italie. Mais c'est vrai qu'en termes de production de discours, on a beaucoup de mal à avoir ce discours de terrain, c'est-à-dire qui consiste à dire la France n'a jamais été aussi attractive. Et c'est un truc qu'on entend, moi je suis même parfois surpris par des parcours de migrants et des gens qui me disent je viens en France, ouais mais la France c'est plus attirant, mais eux-mêmes ont fait un choix de la France. Et je trouve que c'est assez surprenant, et surtout qu'effectivement le discours politique, c'est la réduction de l'immigration, alors qu'on voit bien que déjà ça ne va pas être possible, il y a des mouvements dans l'histoire. Regardez bien, cet été j'étais à Barcelone, je regarde les statistiques, parce que je suis toujours un petit peu curieux. Première immigration à Barcelone. Hein. Barcelone c'est la ville où vous voyez, on tire avec des petits pistolets à l'eau pour virer les touristes, je ne sais pas si vous avez vu ça cet été. Bon, ça ne m'a pas empêché d'y aller, comme ce qu'on disait un peu sur les migrants. C'est pas ça qui m'a empêché d'aller là-bas. Et je regarde la première population étrangère dans la ville de Barcelone, pas en Catalogne. D'après vous, ce sont les Italiens. Les Français c'est vrai qu'on entend du français. C'est des Italiens. Et vous savez, ce ne sont pas des Italiens. Qui sont les champions du monde de football ? Je vois qu'il y en a qui suivent bien le football. Hein. Ça fait longtemps. Comme ça. Brésil, ok. Bon, je vois qu'il y a des grands footballeurs. Des Argentins. Et ce sont des Argentins. Imaginez le mouvement dans l'histoire. La fin du 19e siècle, vous avez notamment le sud de l'Italie qui est pauvre. On part en Argentine, c'est une terre d'espoir. On part au Brésil.
pour plein de raisons. Alors dedans, il y avait aussi des communautés anarchistes qui partaient construire un ordre nouveau, etc. Mais dans le mouvement, on est en galère, on est dans le sud de l'Italie, on s'installe en Argentine, et maintenant, comme c'est la galère, eh ben, l'avantage qu'on a, c'est que notre arrière-grand-père ou notre grand-père, il est italien, et comme l'Italie, elle veut bien en donner à eux assez facilement, pas qu'à eux, hein, vous avez vu, le gouvernement de Meloni, ils viennent de donner 400 000 titres de séjour. Mais à savoir, dans ces 400 000, combien demain prendront peut-être la nationalité et auront peut-être ce désir de France. Comme ça, les mouvements. Et donc, ce sont des Argentins, et on voit qu'en fait, les chiffres, ils sont un petit peu biaisés, parce que quand on les voit, alors ils vous disent tous que quand on est dans un café, qu'ils sont architectes, qu'ils avaient une super carrière, qu'ils étaient des psychanalystes, et que là, ils font barman. Et on retrouve les mêmes choses que de l'immigration, quand bien même, alors la seule facilité qu'ils ont, enfin, qui est quand même importante, hein, je dis la seule, non, c'est là, ça change quand même tout, c'est le passeport. C'est le passeport. Ils arrivent avec un passeport italien, voilà, et puis j'ai croisé un type, je me dis, mais il me dit, moi, je suis paraguayen. Je dis, mais il n'a pas une tête, vous voyez les clichés? En fait, il était descendant d'Allemand. Il était blond, il me dit, mais moi, j'ai ressorti mon passeport. Mais comme je ne parle pas allemand, c'est l'Espagne. C'est plus facile pour moi de m'intégrer. Donc, vous voyez, ces mouvements, en fait, pendant longtemps, l'Europe et les perspectives démographiques, elles sont intéressantes parce qu'il y aura plus de Nigérians en 2050 que d'Américains. L'une des dernières zones où on a quand même plus d'enfants, c'est la zone Afrique, une partie du Proche-Orient, alors que la plupart des sociétés, y compris la France, hein, il y a 10 ans, on était encore au-dessus de 2 enfants par femme. Là, on disait que c'était le modèle français qui fonctionnait bien. Là, on a décliné. Donc, c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose pour la France, mais y compris pour des sociétés comme le Japon, qui, eux, pour le coup, sont dans un rapport de la citoyenneté avec le sang. C'est le droit du sang. Donc, nous, on n'intègre pas. Et même des pays, je vois même des pays du Golfe, hein, comme les Émirats Arabes Unis, qui, eux, disent, bon, nous, c'est une immigration de travail. Vous venez, vous travaillez, mais vous repartez chez vous. Alors en plus, ils vous tiennent des discours, on est comme l'Arabie Saoudite, on est le cœur du monde musulman, on reçoit tout le monde. En fait, la nationalité, ça s'arrête aux Saoudiens, hein, c'est limité. Et donc se posent ces questions-là. C'est vrai que c'est une des questions qu'il faut aborder avec tranquillité et complexité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques? Oui, il y a Malek Amrouni, chef de projet. Moi, je voulais répondre au monsieur qui est... Non, encore à côté. Ouais. Sur le RN et islamophobie, aujourd'hui, le RN n'est plus... a toujours été dans son ADN à partie raciste, d'extrême droite, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus la question sociale qui s'impose. Et c'est pour ça aussi, en partie, qu'ils sont très forts, puisqu'on a aussi des populations issues de l'immigration qui votent RN et qui ne veulent pas des nouveaux migrants. Hein, donc, je veux dire le syndrome de Stockholm, le bourreau. Voilà. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et en même temps, vous faire partager une expérience. En fait, nous, depuis 10 ans, dans le Douaisis, on a un collectif de citoyens engagés. Politiques, syndicaux, citoyens, on a des avocats, des médecins, etc. On nous appelle les lobbyistes maghrébins, mais il n'y a pas que des maghrébins, mais bon, bref, c'est un peu la sémantique des gens de droite et d'extrême droite. L'idée, c'est d'accompagner les migrants, les réfugiés, les apatrides, vers de l'intégration, vers l'installation en France, puisqu'on a aussi, hein, vous voyez, depuis quelques mois, franchement, je suis très, très, très surpris par la non-réaction d'un certain nombre de Français que nous sommes, des drames qui se passent dans la Manche. Et aujourd'hui, nous, on avait commencé par Calais, faire de l'aide alimentaire, etc. Mais on a beaucoup de jeunes MNA, hein, ce qu'on appelle les MNA, mineurs non accompagnés, qui viennent de contrées lointaines et qui, on a décidé, nous, de faire des parrainages citoyens. C'est-à-dire qu'on a 3-4 jeunes qu'on suit bénévolement, qu'on accompagne dans les démarches administratives. On a signé des accords avec des entreprises. Alors aussi, on va nous dire que c'est une démarche communautaire, mais aujourd'hui, on a des kebabs, des snacks, des entreprises de nettoyage qui sont tenues par des gens issus de l'immigration ou d'anciens immigrés ou d'autres générations, hein, puisque les parents étaient immigrés, un peu comme moi, mais 3e, 4e génération, qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise et qui accueillent ces publics-là en sécurisant évidemment administrativement et juridiquement leur parcours, par le travail,
par l'intégration, par le travail. On a des clubs de futsal qui reçoivent ces jeunes-là et qui les accompagnent dans le sport. Tout ça bénévolement, tout ça en accompagnement vraiment citoyen. Et en même temps, on a un groupe de travail, un collectif juridique, un avocat, psychologue, etc., qui ont des relations, eux, qui sont chargés des relations avec les administrations pour pouvoir au moins offrir des titres de séjour, peut-être pas la nationalité, faut pas rêver encore, hein. On est quand même dans une France bien serrée à droite sur ces questions-là. D'ailleurs, le Retailleau a dépassé le maître avec ce qui se passe. Hein. Donc beaucoup de com sur ce gouvernement, c'est beaucoup de com, hein, puisque vous-même, vous le disiez, Monsieur Soum, ils n'y arriveront pas. Je sais pas. Je sais non, pas ils n'y arriveront pas. C'est des effets d'annonce. Hier, il a réuni des 22 préfets en disant voilà, moins d'OQTF, faire appliquer les OQTF, etc. C'est très compliqué puisque dans votre propos, et à juste titre, vous disiez que c'était une monnaie d'échange et les visas et le fait de régulariser. Et puis, il va se poser aussi un problème, hein, puisque vous parliez du problème démographique des pays européens et riches. Vont se poser les problèmes il faut absolument régulariser tous ces sans-papiers, mais qui sont aussi des travailleurs. Alors évidemment, je termine, hein, des travailleurs évidemment indispensables, mais qu'aujourd'hui on n'aura pas, si demain, admettons, leur rêve pieux de virer tout le monde se fait, demain on aura de réelles problématiques économiques dans ce pays. Et ça, aujourd'hui, il y a des secteurs entiers, des pans entiers de secteurs qui ne fonctionneront plus. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, qui cotisent et qui n'ont pas de papier. Et c'est quand même un scandale, quoi. Alors, je ne viens pas faire de la revendication avec un drapeau ici, hein, mais c'est vraiment... Vous l'avez fait un petit peu, là. Ouais, beaucoup même. Alors après, moi, sans le drapeau. Après, moi, je me cache pas, je suis engagé. Hein, on l'a entendu. Voilà. Et donc, voilà, c'était un peu pour faire un peu ce constat sur... on n'attend pas des institutions, on peut s'organiser entre citoyens, et c'est une forme de résistance aussi au discours propre, blanc et raciste. Oui, merci. Juste sur le point que vous avez souligné, effectivement, sur les populations, c'est un exemple précis. Mayotte, territoire majoritairement musulman, vous entendez l'appel à la prière, la laïcité plus ou moins respectée, on va dire. Ils viennent d'envoyer un député, c'était le territoire où on votait le plus Rassemblement national. Alors que c'est le seul territoire où on entend l'appel à la prière en France. Donc ce que vous dites est assez juste sur la transformation. C'est pas valable sur tous les territoires, bien évidemment, mais cette capacité qu'on peut avoir en se disant, moi je veux fermer la porte, j'ai pas envie de voir les cousins du bled qui nous enquiquinent, en plus ils parlent fort, tous les trucs qui vont faire que je préfère rejeter cette immigration. Et sur ce qui a été dit, hein, ils vont nous prendre ce qu'on a galéré à avoir, nous. Eh bien, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est la question de la sociologie électorale, la question se pose. Et vous ajoutez ça un autre facteur, c'est que il y a aussi, dans un certain nombre de personnes issues d'immigration, des courants extrêmement conservateurs. Il y a une alliance aujourd'hui avec les LFI, mais moi je peux vous dire que je suis originaire de Tours, hein, il y a eu, quand un transsexuel est arrivé dans un quartier, l'électorat, il était peut-être d'accord sur la géopolitique, mais sur les questions de valeur, il serait plus proche d'un Retailleau. Vous voyez, donc cette alliance, elle est un petit peu faible, cette alliance politique. Bon, ça nécessiterait d'autres développements, mais vous avez raison de souligner cette réalité-là électorale qui peut aussi, et qu'on retrouve aussi dans l'immigration, cette idée que on veut fermer la porte parce que nous on a mis un petit peu de temps pour avoir tout ça et puis on voit arriver voilà. Et il y a des réalités de terrain, c'est qu'aussi dans un certain nombre de quartiers vous avez déjà de la misère et vous avez de la misère qui arrive en plus, et donc ça provoque aussi ces phénomènes parfois de rejet. Regardez dans le nord parisien, quand il y a des jeunes MENA qui étaient sous drogue, sous forme d'addiction, c'était des commerçants, souvent issus de l'immigration, qui allaient un petit peu les virer. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement complexe, ces questions-là, qu'on aborde simplement sous l'angle du politique. Je viens de refuser, je ne sais pas quoi, d'assigner le fils d'Oussama Ben Laden. C'est effectivement de la communication, parce que, et je reviens sur le premier propos, 1789, la justice, les droits. C'est-à-dire que le politique, il peut être déclaré, mais derrière, il y a les tribunaux.
D'accord ? D'ailleurs, on les critique souvent en disant « Regardez, nous, on fait le boulot, mais c'est eux qui nous bloquent. » Il y avait une autre question là ? Oui, bonjour, c'est une question qui n'aura peut-être pas de réponse, mais je voulais réagir à... Il y a eu quelques mots-clés qui m'ont amené une réflexion de la part de monsieur, qui a fait beaucoup réagir, mais c'est très bien. Ce sont jeunesse, intégration et issus de l'immigration. Je suis coordinateur enfants-jeunesse dans un centre social qui est implanté en zone géographique prioritaire. Donc pour émarger très souvent des projets dans le cadre de la politique de la ville, on se rend bien compte que depuis des années, il y a une thématique qui est identifiée comme un enjeu prioritaire, c'est celle de la citoyenneté. Il nous est donc clairement de travailler sur des notions de citoyenneté avec des jeunes citoyens français qui vivent dans les quartiers populaires, avec derrière forcément des projets très balisés par les financeurs, laïcité, principe d'égalité homme-femme, prévention de la radicalisation, sujet pour lequel on a eu affaire aussi aux expertises des éducateurs d'itinéraire. Mais il y a une réflexion que j'ai eue l'an dernier suite aux émeutes qui, sans mauvais jeu de mots, ont embrasé les quartiers et le retour qu'on en faisait dans les médias. Et quand on regardait les médias qui relataient ces événements, il y avait des fois des données statistiques où on disait l'essentiel des jeunes qui participent à ces troubles sont issus de l'immigration. Comment voulez-vous que nous, on travaille sur des notions de citoyenneté envers des jeunes pour qui, c'est clair, les valeurs de la République sont devenues un concept complètement abstrait et même peut-être un motif de rejet, quand vous voyez que la société dans son ensemble continue de parler de ces jeunes comme étant issus de l'immigration. Ma question est simple, combien faut-il de générations pour qu'on arrête de parler de jeunes issus de l'immigration ? Vous avez des Polonais, des Italiens, leur couleur peut-être, vous ne faisiez pas référence à la couleur de peau, peut-être qu'on n'aurait pas tendance à dire ça de ce fait, mais pourtant, ils sont aussi issus de l'immigration. Ou plus. Ouais. Voilà, merci. Oui, juste j'aimerais avoir votre opinion, réflexion par rapport à citoyenneté et wokisme. Qui aujourd'hui je n'étais pas préparé. Agite la société américaine, ouais. Et on sait qu'on a il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là. Ok. Il y avait peut-être une autre question là devant. Oui, Slimane Kadri. La question que je me pose, c'est comment on évite de se laisser enfermer quand on est éducateur, quand on est enseignant, quand on intervient en prison, bref, quand on est dans l'accompagnement individuel ou familial, comment on évite de se laisser enfermer dans des problématiques collectives qui certes sont importantes, sur lesquelles on doit réfléchir, qui doivent alimenter notre réflexion et qui constituent des enjeux politiques ou des enjeux historiques, mais comment on arrive à s'en détacher pour faire de l'accompagnement individuel. Alors je vais expliquer ma pensée. Moi je m'appelle Slimane, on m'a expliqué très tôt que ça allait être plus compliqué pour moi, mais aussi pour tous mes copains des corons des mines qui étaient Polac, Rital, Bougnoul, tout ce que vous voulez, parce que c'est des mots qu'on entendait à l'école à l'époque, dans la cour de récréation. C'était voilà, faut arrêter d'idéaliser une époque qui était rude quand même, avec des vagues d'immigration successives qui n'étaient pas accueillies à bras ouverts, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc on vous explique que ça va être plus compliqué pour vous. Bon, néanmoins, c'est pas parce qu'on vous dit que ça va être plus compliqué que rien n'est possible. Et parmi ceux qui habitaient Montcoron, on est à l'âge de la retraite, mais il y en a un qui a pris sa retraite au SAMU de Lille, il y en a un autre qui a pris sa retraite comme prof de physique dans un lycée. Enfin, je veux dire, tous les gamins, et heureusement, issus de l'immigration et d'un quartier populaire, ne sont pas destinés à finir délinquants, toxicos, chômeurs, bénéficiaires du RSA. Donc, notre travail, c'est aussi de permettre à chacun de construire avec ses capacités, avec ses ressources personnelles, familiales, etc., et d'utiliser les ressources qui sont mises à sa disposition par les travailleurs sociaux, par les centres sociaux, par les municipalités, par les missions locales, etc., du mieux qu'il peut pour construire son projet de vie.
et sa réussite de vie. Et j'ai l'impression, moi, parfois, d'entendre des discours un peu lénifiants sur les jeunes immigrés, c'est foutu pour eux, les jeunes issus des milieux populaires, c'est foutu pour eux. Puis, comme disait Coluche, c'est dur pour les jeunes, c'est dur pour les immigrés, c'est dur pour les filles. Si t'es une femme marocaine jeune, c'est la galère pour toi, quoi. Voilà. Donc, comment on sort aussi, comment on fait attention, en tous les cas, nous aussi, dans nos pratiques, de ne pas enfermer les individus, les individualités, sans pour autant, je le redis, ne pas agir ou réfléchir collectivement à l'échelle d'une association ou d'une institution aux problématiques collectives. Mais comment on n'enferme pas individuellement les gens dans un destin qui serait, qui leur permettrait aucun avenir et qui les condamnerait à la condition de victime ou à une situation d'échec, quoi. Et à pas exploiter au maximum leur potentialité. Oui, merci parce que ça permet. Parce qu'il y en a beaucoup. Excusez-moi, on l'a dit, il y en a qui sont chefs d'entreprise. On parle aussi toujours. Il faut faire attention à ça, de situations d'échec ou de difficultés. Il n'y a pas que des footballeurs qui réussissent, qui sont issus de l'immigration. Bien sûr. Et vous avez raison, parce que ça fait le lien sur combien de générations. Il y a aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qui produit aussi un discours enfermant. Parfois, les pays d'origine ne veulent pas que les personnes s'intègrent. Il y a l'espèce d'ultranationalisme, il y a des associations communautaires qui se font le relais. Quand on organise la Coupe d'Afrique des Nations dans les quartiers, on renvoie quoi aussi aux jeunes? C'est une question que je pose. Donc les acteurs, c'est pas que le politique qui tient ce discours-là. Il y a aussi dans les familles. Alors c'est plus le cas maintenant. Je vous ai parlé de la citoyenneté au 19e siècle. La nationalité aujourd'hui, la nationalité française, c'est quand même un des meilleurs passeports. Ça permet de faire le tour du monde. Mais encore 20-30 ans, prendre la nationalité française, c'était très mal vu dans un certain nombre de familles. Il fallait pas la prendre. Voilà. Ouais. Attendez, il y a le micro qui arrive. Attention. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, effectivement, sur qui sont les acteurs qui peuvent produire de l'assignation aussi. J'ai participé à la création de ce collectif. Lors de la première conférence, elle a eu lieu ici, dans cette amphi, et ensuite on est allé en assemblée sociale. Et donc où l'intervenant parlait de laïcité, de citoyenneté, etc. Et à un moment, un jeune adulte que j'ai connu tout gamin, qui était là avec sa mère, à un moment, sa mère se lève et dit nos enfants, pourtant ils sont nés ici, mais ils ne se sentent pas français, c'est peut-être de notre faute, parce que ça fait 20 ans qu'on a les valises au-dessus du garde-robe et qu'on dit qu'on va rentrer au bled. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'on ne va jamais y retourner. Et le jeune qui était assis à côté de moi dit on n'a jamais parlé de ça à la maison. Donc quand vous disiez la question de l'assignation, voilà, je voulais. C'est anecdotique, mais c'est quand même très parlant. C'est-à-dire quand vous disiez il y a les pays d'origine, parfois il y a les familles aussi. C'est l'histoire du deuil, Enfin, il y a toute une génération de migrants quand même qui étaient dans l'illusion du retour. Oui, oui. C'était aussi une démarche. C'est pour ça que beaucoup ont fait construire de l'autre côté. Voilà, c'était aussi ça. L'idée, c'était pas de se fixer, sauf que l'histoire s'est écrite différemment. Et une fois de plus, il y a un certain nombre. Là, quand je parle de pays, il y a des pays d'origine qui veulent garder la mainmise. Il y a des discours politiques. Souvenez-vous, le roi du Maroc, l'ancien, disait il n'y aura jamais d'intégration. Et ces vidéos, elles continuent d'avoir une vie aujourd'hui sur Internet. Il vous l'a dit, Hassan II. Vous serez jamais, donc vous serez toujours des sujets du roi. Votre argent, il va continuer d'être dépensé là-bas, etc., etc. Donc il y a des logiques d'assignation qui sont reprises aussi. C'est pour ça que tout ça est plus complexe sur à combien de générations. Après, vous avez des migrations. Quand vous n'avez pas de pays, que vous avez vécu un génocide comme l'Arménie, vous dites il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Après, ça n'empêche pas que demain, et je répondrai sur le wokisme, et puis on va aller vers la conclusion. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Voilà, il faut vraiment faire attention à ces logiques-là, parce qu'en étant travailleur comme ça de terrain, on est bousculé par deux choses essentielles. La première, c'est que dans les nouvelles utopies, et ça concerne pour le coup vraiment les générations qui a grandi avec les nouvelles technologies, c'est la question aujourd'hui, on est dans la société du coaching de l'individu. Je vous ai parlé du collectif qui faisait sens. On va se développer collectivement, on va s'engager dans un parti, etc. On le voit bien, aujourd'hui, je vais aller faire une maraude, mais ça ne va pas durer longtemps. Je vais aller faire mon truc. Ça ne veut pas le même type d'autre engagement. Ça veut dire qu'on s'engage différemment. Un peu du one-shot, qu'est-ce que je peux amener concrètement? Mais aussi, et ça j'ai envie de dire, ça dépasse même le cadre des travailleurs de terrain, c'est cette idée que je peux m'enrichir assez rapidement. Je peux faire de l'argent d'une certaine manière en allant peut-être à travailler à Dubaï parce que je vais faire telle et telle chose. Donc il y a quand même quelque chose qui vient contrecarrer encore comme cette nouvelle idée de l'individu dans une forme d'hyper-réussite
Et c'est en ça que le libéralisme a fonctionné, c'est cette idée que finalement, bon, bah, si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute, moi je peux y arriver. Et ça dépasse les jeunesses, hein. On n'est pas que sur les jeunesses de quartier, c'est aussi une utopie qu'on retrouve sur le continent africain ou ailleurs, et vous avez là-dedans toute une offre qui s'est développée. La nouvelle offre, vous regardez juste les rayons de librairie, il y a 20-30 ans, on n'avait pas autant de livres sur le développement personnel, comment être riche, comment être heureux, les 10 accords de je ne sais quoi, etc., etc. Tous ces livres qui viennent vous donner une manière de vivre. On va vous donner des trucs. Bon, ben voilà, en lisant ce bouquin, je vais peut-être finir millionnaire. Ça ne se passe pas toujours comme ça, c'est un petit peu plus complexe. Et ça, c'est vrai que ça vient contrecarrer cette idée, y compris de l'utopie des métiers. Quand je vous disais, les métiers du social, les métiers de l'enseignement, moi je vois, la plupart des étudiants me disent « Mais prof, mais ça ne va pas. » Alors qu'on pouvait se dire que le prof, c'est quand même une figure exceptionnelle. C'est-à-dire le prof, c'est celui qui va laisser dans les petits cerveaux l'agriculteur de demain, l'ingénieur, etc. Et donc ça vient aussi contrecarrer tout un tas de choses, y compris les questions identitaires. Parce que les gamins qui ont 20 ans, il y en a beaucoup, ils se disent « Ah oui », ils posent ces questions-là, ils essaient de savoir ce rapport à ça. Et sur l'autre question, c'est pour ça que avant de venir ici, quand je réfléchissais à ce que je pouvais vous partager de manière assez synthétique, j'ai donc posé la question à l'intelligence artificielle. J'ai demandé, est-ce que tu peux me préparer une conférence sur citoyenneté des mémoires communes? Et je trouvais ça intéressant, parce que le déploiement était assez intéressant. Il y avait un certain nombre de choses que j'ai pas... auquel, forcément, surtout que c'est un sujet extrêmement large, donc vous pouvez le prendre par plein de biais, mais auquel j'ai pas pensé. Et ça viendra encore plus bousculer tous les métiers maintenant du conseil de l'accompagnement. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'était avec Maïmouna, sur le nombre de jeunes qui disent l'intelligence artificielle, c'est mon compagnon. Je lui parle, il me répond, il me donne un certain nombre de réponses, et parfois c'est mieux que l'humain. J'ai pas besoin d'appeler un pote, j'ai pas besoin d'avoir ce travailleur de terrain qui vient me soutenir, qui vient m'appuyer. Et ça, c'est en train, pour le coup, de bousculer nos pratiques. Et c'est pour ça que je posais l'interrogation de me dire, l'intelligence artificielle, ça nous pose la question de quoi transmettre, comment transmettre. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour transmettre du savoir? Alors qu'en quelques clics, vous pouvez l'avoir. Et ça va plus loin parce que ça vous donne des réponses. Alors un peu parfois formaté, un peu préfabriqué, et surtout, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire un examen, pour continuer à avoir cette écriture de l'écrit, de la lecture? Alors ça peut peut-être paraître un peu obsolète, et c'est une vraie question qui se pose sur, en tous les cas, qui interroge vos pratiques, parce que c'est un outil maintenant, la plupart des plus jeunes, c'est pour ça que je vous posais la question en introduction, utilisent pour avoir des réponses, et des réponses concrètes, que n'a pas forcément le travailleur de terrain, parce que l'intelligence artificielle est là. Alors maintenant, c'est aussi dans vos métiers de vous dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment est-ce qu'on revoit un certain nombre de nos pratiques? Un dernier mot sur, pour être encore plus concret, donc j'ai lancé ce qui a été dit en introduction, un concours d'éloquence. Alors vous voyez, c'est très à la mode, le retour de la rhétorique, il y a plein de concours. Et alors un jour, j'étais en formation comme ça avec des élus, on travaillait sur un texte de Victor Hugo, le discours sur la misère. Et donc j'ai mis en place un concours qui s'appelle le Grand Oral Citoyen, on l'a fait avec plusieurs collectivités. Et on reprend un petit peu, beaucoup même, les textes qu'ont fait l'histoire de France. Je parlais d'Olympe de Gouges, Louise Michel, Ambroise Croizat. On n'a pas Larocque, parce que je n'ai pas de texte de Larocque. On a Simone Veil, Joséphine Baker, qui d'ailleurs raconte une belle histoire sur comment elle est devenue française, comment est-ce qu'elle était traitée en France comparée aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les jeunes qui s'approprient ces discours-là. Alors bien évidemment, ils gagnent quelque chose à la fin, et c'est assez extraordinaire parce qu'ils inversent un petit peu, si vous voulez, les choses. Ils vont voir leur prof, il leur dit « tu vas venir, l'éducateur, tu vas venir m'écouter ». Le texte de Missak Manouchian sur la lettre à Médiné. Et cette année, on lance le grand oral du féminisme, parce que pareil, sur ces questions-là, on a une vraie difficulté. Aujourd'hui, c'est presque un gros mot, alors qu'on oublie qu'il y a encore tout un tas de questions sur la question des inégalités qui sont encore extrêmement fortes, les situations de violence, enfin voilà. Et là c'est pareil, là c'est des figures universelles. Et je trouve que c'est intéressant, c'est peut-être en tout cas moi je trouve que ça a des incidences sur leur parcours, sur le fait que quand on se balade dans une ville, on voit qu'il y a une place Jean Jaurès, mais on ne sait pas vraiment qui est Jaurès, on ne sait pas, donc ils puissent s'approprier ces figures à la fois françaises et ces figures universelles. Je n'ai pas répondu sur la question du wokisme. Alors, sur cette question-là, je le vois avec un certain nombre d'étudiants, il y a une confusion parfois entre militantisme et recherche. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de préfabriqué
où on se dit, bon, bah voilà, de toute façon, on m'a donné un modèle de pensée, c'est comme ça. Après, dans le mouvement de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure sur les anarchistes, il y a toujours des mouvements plus ou moins radicaux qui ont contribué à des choses. Et que dans la radicalité, par exemple, du féminisme, on va vous dire que, oui, vous avez des situations où on a mis en accusation Benjamin Mendy, un joueur de foot, et au final, il ne s'est rien passé. Sauf qu'entre-temps, la société, ils ont quand même fait bouger des lignes. Vous voyez ce qu'ils ont réussi à faire avec les campagnes sur les réseaux sociaux. On n'est plus dans les formes de militantisme classiques. Sur le monde du cinéma, par exemple, où il y a encore 20 ans, 30 ans, c'était tabou, la question des violences sexistes. Ils ont fait bouger les lignes, et parfois avec peu de moyens. Et c'est en ça qu'ils nous interpellent sur comment on s'engage aujourd'hui. Prenez la question du mariage pour tous. Combien de personnes étaient contre dans la rue? Vous vous souvenez? À l'époque, il y avait du monde, hein, ils étaient nombreux. Combien de personnes pro-mariage pour tous étaient dans la rue? On les voyait quasiment pas. Donc c'est pour ça que tout ça, ça interroge aussi sur comment on s'engage. On va faire bouger les lignes. Après, je pense qu'on en fait des caricatures de ces mouvements-là. On dit que... Parce qu'il y a des caricatures aussi dedans. Il y a des militants, comme toujours, hein, des formes de radicalité. Mais je trouve ça intéressant en termes de renouvellement, d'essayer de faire bouger les lignes. La seule chose, c'est que parfois, on peut y voir une forme de dépolitisation, parce que certains arrivent avec des espèces d'idées. Si on n'est pas forcément d'accord, on est phobe, je ne sais pas quoi. Le militantisme, c'est du débat, c'est de la discussion, c'est des engueulades. On peut être en désaccord. Voilà, on peut se respecter. Je vais m'arrêter là, parce que je crois qu'il est midi. En tout cas, je vous remercie. On a respecté le timing, bravo. Et puis, merci pour l'écoute.